Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Avec Éric Maes, nous allons animer, on va dire, ce live. Et donc, je dis bonsoir à Éric Maes qui a accepté d'être mon co-hôte. Merci Fadila, toujours très content d'être avec toi sur des sujets intéressants et puis dans la bienveillance et dans l'écoute et dans l'apprentissage. Donc moi, ça m'intéresse et j'ai hâte de commencer. Alors ce soir, je vais vous présenter un peu le sujet, puis je vais surtout vous présenter les invités. Je vous demande juste de patienter un petit peu avant de demander la parole, parce que justement, on va leur poser quand même des questions sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le titre, donc, Assemblée nationale pour les nuls, c'est connaître un petit peu le fonctionnement, le rôle du député, puis aussi un peu les coulisses, notamment sur les alliances, etc. Vous entendez déjà parler, en fait, de beaucoup de choses. Et donc... là, on est dans un climat quand même politique qui, depuis le début, j'ai dit que c'était digne des intrigues de Game of Thrones, avec des élections législatives qui ont dessiné un paysage politique français, alors certes en trois blocs a priori distincts, mais sans majorité absolue, ça vous l'avez compris, avec un nouveau front populaire qui a émergé un peu comme une première force politique au nombre de députés, mais au nombre de voix, c'est le Rassemblement national qui a dominé. Alors, dans les discussions là, du nouveau Front populaire, je ne sais pas si j'ai dit le nouveau Front populaire tout à l'heure d'ailleurs, pour désigner un Premier ministre toute cette semaine, là, ça s'est quand même assez intensifié et on voit bien qu'il n'y a pas de nom qui arrive en fait on va dire, à donner satisfaction, on va dire, à tout le monde, et que Emmanuel Macron, notre président, a accepté aujourd'hui la démission du gouvernement Attal, qui doit assurer le traitement, on va dire, des affaires courantes, et il appelle les forces politiques modérées au rassemblement. Pas encore, si tout le monde s'entend, on va dire, dans cette définition. Enfin bref, il propose un dialogue, et puis et aujourd'hui, il y a certaines voix qui appellent à des alliances, et puis d'autres aussi qui sont un peu dits frondeurs. Donc, alors il y a une analyse de Simon Persicot qui dit que aujourd'hui c'est une parlementarisation à marche forcée de la Ve République, évidemment, parce qu'on n'a pas de majorité. Alors bref, dans cette atmosphère des tractations, des alliances, la quête du pouvoir au perchoir pour la présidence de l'Assemblée nationale pour le 19 juillet s'annonce aussi cruciale, aussi pour les présidences aussi de commission. Et dans cette période de transition, je suis heureuse en fait d'accueillir mes invités que je vais vous présenter de suite. Elsa Fourcault, bonsoir. Bonsoir. Alors Elsa, j'ai épinglé là-haut parce que c'est une spécialiste qui est reconnue de l'Assemblée nationale, mais elle est aussi auteure de son livre, c'est un plaidoyer, c'est Bâtir sa stratégie d'influence pour faire évoluer la loi. Et Elsa, elle a une expérience en matière de législation et elle va nous offrir, on va dire évidemment, son regard sur les mécanismes qui se jouent en fait législatifs. Voilà, donc heureuse. Pierre Januel, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Alors Pierre, il est analyste politique et chroniqueur spécialisé dans les affaires parlementaires. Également auteur, j'ai épinglé là-haut en fait un post concernant son livre, c'est La fabrique de la loi, et qui a pour objectif de mettre à la portée de tous les grands principes, les petites astuces sur l'élaboration, on va dire, de la loi. Et donc il aussi va nous apporter une vision claire et surtout informative un petit peu des enjeux que nous vivons. Je vais essayer. J'en doute pas, parce que j'ai déjà vu quelques threads aussi très intéressants et pédagogiques, et c'est l'ambition, on va dire, de cette soirée. Philippe Latombe, bonsoir.
Bonsoir. Alors, Philippe Latombe est un député réélu de l'Assemblée nationale qui a donc une solide expérience législative. Il a participé à beaucoup de débats, des projets de loi, mais surtout aussi avec une approche transpartisane. Et si je l'ai invité lui tout seul ce soir, c'est parce qu'en fait, Philippe Latombe vient souvent en fait en espace, il répond toujours à l'affirmatif et comment dire, et je le sais aussi pédagogique. Il m'avait lancé justement cette idée de parler un peu du rôle du député une fois, donc je trouve que son témoignage peut aussi nous offrir une perspective. Voilà tout. Ça, c'était pour la présentation des invités. Et alors, Eric, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat sur une première question qui est plus liée en fait à l'actualité, à vous trois. Une petite question un petit peu météo. On dit que c'est une semaine décisive en l'absence de gouvernement. On a une Assemblée nationale qui va devoir s'installer avec une présidence, des bureaux, un bureau, des commissions. Est-ce que nous sommes juste en train de vivre une situation inédite avec un blocage institutionnel ou un simple retour au parlementarisme? C'est la question piège. Elsa? Pierre? La question piège est pour moi. Non, elle est pour vous trois. Enfin, après, vous pouvez la reformuler. Hein. Moi, j'ai envie juste aujourd'hui, parce que tout le monde dit situation inédite, etc. Et elle est inédite, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas écrite, on va dire, quelque part dans la Constitution. Est-ce qu'on est dans un vide, dans un espèce de blocage, ou tout simplement, en fait, on est en train de revenir au parlementarisme? Peut-être que c'est les deux à la fois. Mais ce qui, en tout cas, clairement crée des conditions de crise, c'est que personne n'a eu le temps de le préparer. Et alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à penser la situation, ne serait-ce que parce que ça va trop vite. C'est-à-dire que voilà, on est le 14 juillet, le week-end du 14 juillet, on est censé pour passer un peu de temps en famille, s'intéresser aux feux d'artifice et compagnie. En fait, on est en train d'essayer de regarder ce qui se passe, où en sont les négociations, etc. Enfin, c'est une situation qui est quand même pas normale et qui fait qu'on a vraiment du mal à la penser. Et ça, je pense qu'il ne faut pas minimiser ce côté-là, ce côté vraiment coup de théâtre qui est vraiment, je pense, brutalisant pour tout le monde, politiquement, institutionnellement, à tous égards. Ensuite, il y a des choses qui sont quand même inédites, puisqu'on a, mais ça, je pense que Pierre est le grand expert de cette question et pourra détailler, mais on a quand même un règlement de l'Assemblée nationale qui repose fondamentalement sur le fait majoritaire. Donc, c'est un règlement qui est vraiment pensé pour avoir un groupe majoritaire et puis des groupes d'opposition. Alors, majorité relative ou absolue, on a vu que ça peut être les deux configurations, mais quand même, une majorité et des oppositions. Là, on s'achemine vers un gouvernement de minorité. Je pense qu'il faut commencer à utiliser ce terme-là. Et en fait, voilà, on ne sait plus du tout exactement comment fonctionnent les choses. Du coup, on se retrouve avec une situation un peu double. On a à la fois une navigation à vue, c'est-à-dire que on sent un peu que tout le monde essaye de se dire, déjà, voyons ce qui va se passer d'ici la fin de semaine. Hein. C'est valable pour les élections des postes clés à l'Assemblée, la constitution des groupes, enfin voilà, une navigation vraiment à vue où on a 48 heures d'anticipation maximum, allez, 2 semaines, on va dire, au plus. Et en même temps, une navigation politique à long terme, parce que oui, certes, il y a certainement un retour du rôle du Parlement qui va certainement revenir au centre. Alors, du fait de la tripartition de la vie politique, mais pas que ça, hein, du fait aussi qu'on va avoir beaucoup de poids lourds politiques qui vont se retrouver au Parlement. Je pense qu'on va avoir quand même plusieurs anciens premiers ministres, on va avoir François Hollande, un ancien président au Parlement. Enfin, on va avoir aussi, pour cette raison-là, le Parlement qui va redevenir au centre du jeu. Une tripartition de la vie politique qui rappelle quand même beaucoup ce qu'on a vu pendant la Troisième République avec des grands blocs voilà, mais qu'on a vu dans d'autres contextes institutionnels et constitutionnels. Et en même temps, malgré tous ces changements, les règles du jeu n'ont pas changé. Et tout le monde, en fait, a en tête que possiblement, dans un an, on repart sur une dissolution. Possiblement, on pourrait avoir une démission du président de la République, enfin, ce genre de coup de théâtre. Et donc, on a ce paradoxe où d'un côté, on a une navigation à vue, ça va trop vite, personne n'a le temps de penser, tout le monde est impréparé. Donc difficile de s'adapter, et en même temps tout le monde pense au coup d'après, parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment de choix, c'est vraiment le contexte qui pousse à ça, et c'est ça, ce cocktail-là, qui donne, à mon avis, quoi qu'on en dise, une situation de crise. On verra comment elle se résout, un bien malin qui peut savoir exactement à l'avance comment ça va se terminer,
Mais c'est, je pense, tout ça qui donne un élément de situation, enfin, comment dire, qui donne une atmosphère de crise, en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question piège. Bah, du coup, vu que tu m'as cité, je me permets d'intervenir. Je pense qu'on a une difficulté effectivement à penser le moment, puisque c'est pas pour moi, c'est pas un retour à la quatrième République, puisque dans la quatrième République, les institutions et le personnel politique étaient pensés pour fonctionner avec la quatrième. Ils avaient l'habitude des gouvernements de coalition, ils avaient l'habitude gouvernements intermédiaires entre deux partis, ils avaient l'habitude de discuter ensemble. Là, on n'est pas dans cette habitude-là. On reste dans une cinquième République un peu obsédée par l'élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir et le comportement de Laurent Wauquiez et le comportement de Jean-Luc Mélenchon. On voit bien que les acteurs, les principaux acteurs du Parlement, qui ne sont pas forcément au Parlement, par exemple, on parlait du Nouveau Front Populaire, sur les 5 leaders du Nouveau Front Populaire, il n'y en a qu'un seul, Olivier Faure, qui est député. Édouard Philippe n'est pas député, et pourtant il a vocation à être un des leaders de son camp. On a un personnel politique qui reste marqué par l'élection présidentielle et par le fonctionnement de l'élection présidentielle, qui est un fonctionnement qui rend difficile tout compromis. Et c'est cette difficulté auquel on fait face. C'est-à-dire que le but de Jean-Luc Mélenchon n'est pas de créer une coalition du nouveau Front populaire. Le but de Jean-Luc Mélenchon est de devenir président de la République. Le but de Laurent Wauquiez n'est pas de faire un accord avec telle ou telle partie de la majorité. Le but de Laurent Wauquiez est de devenir président de la République. Et on a aussi des institutions qui n'ont plus l'habitude de ce type de mouvement un peu passager, où on ne sait pas trop où est le pouvoir. Là, on va connaître une période de gouvernement, de gestion des affaires courantes. Lorsque on a parlé ça, et on peut avoir une gestion des affaires courantes qui dure d'ailleurs assez longtemps. Lorsqu'on en a parlé, tout le monde a essayé un peu de regarder, c'est quoi l'historique, comment ça se passait le gouvernement des affaires courantes, parce qu'on n'a plus du tout cette habitude-là en France. Donc voilà, on a cette difficulté d'avoir un système électoral et un système et des institutions qui ne sont pas pensées pour la pulvérisation démocratique qu'on connaît. Merci. Alors, si du coup je peux faire un contrepoint, je pense que contrairement à ce qu'on pense, ça va, en tout cas cette semaine, ça va plutôt pas trop mal se passer. Parce que la Constitution et le règlement de l'Assemblée sont assez suffisamment souples pour pouvoir s'adapter au moment. L'élection du président de l'Assemblée se fait en 3 tours. 2 tours à la majorité absolue, un 3e tour à la majorité relative, avec la possibilité, en plus, de présenter des candidats au 2e ou au 3e tour, ou au 2e et au 3e tour, sans qu'ils soient présents au 1er tour. Et donc, on va forcément avoir un président de l'Assemblée jeudi soir. Alors, je ne sais pas à quelle heure, mais on en aura forcément un. Ensuite, on a l'élection le vendredi du bureau. Et on a un article du règlement de l'Assemblée nationale qui a été validé par le Conseil constitutionnel et qui dit que le bureau de l'Assemblée nationale doit représenter au mieux l'ensemble des forces au sein et donc des groupes politiques qui sont au sein de l'Assemblée. Donc je pense que la volonté de Renaissance, qui s'est appelée maintenant Ensemble, de dire on ne veut absolument pas au bureau ni de RN ni de LFI, ne peut pas tenir. Et donc on aura forcément un bureau qui va représenter l'Assemblée le vendredi. Et ensuite en commission, c'est toujours un moment d'apaisement, les commissions. C'est un endroit où il n'y a pas de caméra ou très peu, il n'y a pas de vignettes de 2 minutes qui sont faites comme dans l'hémicycle, les choses sont beaucoup plus apaisées, on est en plus petit comité, on est moins échauffé, et donc on arrive toujours à trouver une composition des commissions qui permet de fonctionner. Donc je pense que cette semaine n'est pas la semaine la plus importante en termes d'élection ou de choix pour l'Assemblée. Ça va être une semaine importante pour voir quelles sont les coalitions ou les alliances qui peuvent se faire. Ça fait partie des choses, hein, quand même. C'est les coalitions, quand même. Ça va être. On va les voir aussi apparaître, quand même. Oui, déjà cette semaine. On va en voir quelques-unes, mais comme on est à la majorité relative au troisième tour pour le président, par exemple, oui. C'est pas quelque chose qui est soumis à ce que le gouvernement, quel qu'il soit, auquel sera soumis le gouvernement ensuite, qui est la possibilité d'avoir des motions de censure et donc de tomber. On n'est pas du tout dans cette peur-là. Donc, il va y avoir quand même désignation du président, donc cette semaine, du président, n'est-ce pas, de
l'Assemblée nationale, mais on va avoir aussi les présidences des commissions, ou tout au moins les plus importantes. Non, on aura toutes les commissions, c'est samedi toutes matin, les commissions. on vote en commission. Mais en commission, l'ambiance est beaucoup plus apaisée parce que pour la plupart des députés, quand on est à la commission des lois, ce qui est mon cas, on se connaît quasiment tous et les nouveaux arrivent, ils sont dans l'envie d'avancer sur le sujet. Il n'y a pas de caméra de télé. On essaie de représenter dans le bureau de la commission l'ensemble des forces et des groupes parlementaires. Ça se passe plutôt pas trop mal. Ça s'est passé pas trop mal en 2022, qui était globalement déjà un peu ce qu'on a vécu en 2024, modulo le fait que le groupe Renaissance était beaucoup plus important en nombre. Bon, mais globalement, ça s'était bien passé. Là, il y a beaucoup de postures qui sont des postures de négociation pour ensuite s'occuper de la partie gouvernement. Et c'est pas du tout la même problématique parce que le gouvernement, lui, va être soumis à des motions de censure ou à des menaces de motion de censure. Donc, il faut absolument qu'il arrive à stabiliser au moins 270 à 280 députés si ensuite il peut éviter des motions de censure en comptant sur ceux qui vont s'abstenir. Donc, c'est pas l'enjeu de cette semaine n'est pas l'enjeu le plus. Enfin, les postes à l'Assemblée sont pas l'enjeu le plus important, même si c'est important. C'est plutôt dans les semaines qui viennent sur la notion de gouvernement, à mon avis, que ça va se jouer. Alors, juste un instant, je rappelle à ceux qui demandent à prendre la parole, je vais vous faire patienter avec Eric. On vous fait patienter un tout petit peu parce que d'abord, on pose quelques questions en fait à nos invités pour poser un peu le cadre du débat. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions, surtout que Philippe Latombe, normalement, doit nous quitter à 20h45. Donc, on ouvrira les micros un petit peu avant tout de même. Justement, alors, vous êtes assez d'accord, Elisa et Pierre, sur le fait que cette semaine, ça devrait être assez fluide aussi, alors moi, c'est plus la semaine prochaine? Ouais, vas-y, Pierre. On verra. À la fin, on aura un président ou un président de l'Assemblée jeudi soir et on aura des bureaux, un bureau composé. Pourquoi? Parce que la façon de procéder à l'Assemblée fait qu'à la fin, on en aura. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que pour l'instant, on reste sur pas mal d'incertitudes. Habituellement, on voit à peu près bien qui va être président de ci, qui va être président de ça. Déjà, même en 2022, quand il y avait une partie d'incertitude à cause de la majorité relative, il y avait un petit peu de suspense sur la commission des finances, mais on voyait à peu près où les choses allaient atterrir. Là, pour le coup, j'aurais du mal à faire un pronostic déjà pour l'élection de jeudi. Et si ça se passe mal jeudi, on peut vite arriver un peu dans n'importe quoi samedi au moment où il y aura 8 élections simultanées pour l'élection des différentes présidences de commission. Je rappelle par exemple que la présidence de la commission des finances est donnée de droit à l'opposition. Actuellement, il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas de majorité, donc il n'y a pas d'opposition. Donc on arrive quand même sur des sphères un peu inconnues. Et ça, on doit l'admettre. On a aussi une habitude qui était que la majorité prenait presque toutes les présidences de commission, mis à part celle des finances, et il y a eu également 2 exceptions pour la présidence des affaires étrangères. On pourrait arriver sur toute autre chose. On pourrait imaginer que le pouvoir soit beaucoup mieux réparti. Par exemple, au Parlement européen, vous avez un peu tous les groupes qui président les différentes commissions. C'est-à-dire, vous pourriez avoir des présidents de commission LFI, RN, MoDem, voilà, un peu en fonction de leur poids respectif à l'Assemblée nationale. On peut avoir une répartition beaucoup plus forte. C'est même la logique des institutions de répartir le pouvoir. Or, je note que d'une part, le nouveau Front populaire ne veut pas du Rassemblement national dans les postes de pouvoir, ou en tant qu'AF y est assez hostile, et que de l'autre côté, Ensemble ne veut ni du RN ni de LFI. Or, la tradition est que, non pas sur la présidence de commission, mais sur le reste du bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire les vice-présidents, les questeurs, les secrétaires, il y a à peu près tous les groupes de représentés. Donc voilà, on arrive quand même avec des groupes assez faibles, des tensions politiques assez fortes. On verra si ça se passe bien. À la fin, on aura un bureau composé, mais voilà, je ne sais pas suite à quels différents coups de théâtre qui peuvent être assez multiples. Ouais, moi je partage aussi le fait qu'il risque d'y avoir beaucoup de coups de théâtre, que ça risque encore une fois d'être un peu dur à suivre, y compris pour les spécialistes. C'est-à-dire que d'habitude c'est dur à suivre pour les personnes qui suivent pas les coulisses, mais là c'est dur à suivre pour tout le monde, y compris les personnes qui sont habituées à suivre la vie parlementaire, connaissent le jargon, savent comment ça fonctionne. Là, il risque vraiment d'y avoir beaucoup de
de surprise. Et puis, il y a des éléments à rappeler, c'est-à-dire qu'en fait, les coalitions ne sont pas encore formées, et en fait, elles vont commencer effectivement sur la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est quand même pas quelque chose de neutre. Les présidences de commission, ça me semble un peu moins crucial institutionnellement. Ça a des enjeux bien sûr de majorité en interne à l'Assemblée nationale, mais enfin quand même une commission, elle fonctionne par le fonctionnement interne des différents parlementaires. Présidence de l'Assemblée nationale, la personne qui va être nommée présidente de l'Assemblée nationale va notamment nommer une personne au Conseil constitutionnel là d'ici dans moins d'un an, quoi, en début d'année 2025. Donc c'est pas quelque chose de petit hein, quand on voit aujourd'hui ce qu'on pense, ce qu'on peut dire et commenter de quel serait le rôle du Conseil constitutionnel dans la période actuelle. Je pense que c'est quelque chose d'assez clé pour cette fonction de présidence de l'Assemblée nationale. On voit bien du coup que ça dépasse uniquement le Parlement, c'est des enjeux plus larges. Or, en fait, cette personne, donc certes, elle va être nommée, c'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin de la semaine, on aura une présidence, un président ou une présidente de l'Assemblée nationale, mais cette élection va avoir lieu à un moment trop prématuré pour refléter vraiment l'état des coalitions, des recompositions politiques telles qu'elles vont, sur lesquelles on va atterrir. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est aussi ce qui rend les choses assez problématiques, c'est qu'on a vraiment des institutions qui ne laissent pas le temps pour décanter la crise, la laisser se résoudre, laisser le temps au dialogue, etc. Et donc on pourrait très bien avoir en fait des compositions des instances de l'Assemblée nationale qui ne reflètent pas l'état de l'Assemblée nationale dans 6 mois, mais en fait même dans 1 mois, dans 3 mois, bien avant. Or une fois que les personnes sont élues, leur mandat n'est pas remis en cause. La présidence de l'Assemblée nationale, mais voilà, on a une présidence qui est acquise. Donc il y a d'une part un enjeu de coup de théâtre sur lesquels s'attendre. Je pense par exemple la candidature de Charles de Courson. Qu'est-ce que ça donne une candidature de Charles de Courson actuellement? Est-ce que ça vient concurrencer la candidature de Yaël Braun-Pivet? Est-ce que ça fait flop? Est-ce que ça vient créer une volonté vraiment qui se coaliserait autour de son nom de personnalité au-dessus de la mêlée? Ça pourrait être le message qui est envoyé ou pas du tout. On ne sait pas du tout, mais ce genre de coup de théâtre, ce genre d'incertitude-là fait que vraiment il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Ça appelle quand même pas mal d'humilité sur ces questions. N'oublions pas que des coups de théâtre politiques, ça a ponctué l'ensemble de la vie politique de tout temps. Hein. Le congrès d'Épinay, par exemple, en 74, Mitterrand rentre minoritaire, sort majoritaire. Je veux dire, ce genre de choses, il faut voir que c'est des choses qui ont existé dans la vie politique et qu'on pourrait revoir se produire si ce n'est cette semaine, dans les semaines qui viennent. J'ai bien noté Elsa, ça fait 2 fois le coup de théâtre, j'aime bien, c'est vrai qu'on peut s'attendre en fait effectivement peut-être aussi à des coups de théâtre, mais bon, Philippe rappelait quand même que les choses sont écrites, enfin il y a une procédure, il y a... Alors, je dis pas les bons termes, certainement, en fait. Non, mais il y a un règlement d'assemblée, qui prévoit les choses. Là où je rejoins Pierre et Elsa, c'est sur le fait que ce soit prématuré l'élection du président, je suis pas convaincu parce qu'il faut qu'on fonctionne. On est censé être en séance dès la semaine prochaine. Et donc, il faut bien qu'on ait un président de séance et on doit fonctionner. Et ça, c'est prévu par la Constitution. Là où c'est prématuré, c'est que personne ne sait aujourd'hui qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition. Et ça, c'est un vrai souci parce que les groupes politiques doivent se déclarer d'opposition de majorité. Et je ne sais pas comment jeudi, on va pouvoir, nous, parlementaires, regroupés en groupe, dire si on fait partie de la majorité ou de l'opposition. Et je ne sais pas comment ça va se passer, parce que effectivement, là où Pierre avait raison, c'est que la commission des finances, par exemple, revient de droit à à une personne qui est issue de l'opposition. De l'opposition, oui, c'est ça. Donc comment on fait? Et il n'y a rien d'écrit sur est-ce que c'est une personne qui vient du plus grand groupe d'opposition? Non, on a simplement mis dans le règlement de l'Assemblée que le président de la commission des finances est de droit à un membre de l'opposition. Et qui désigne, qui va finalement
trancher sur dire qui est dans l'opposition? Comment ça va se passer? En 2022, ce sont les commissaires aux finances, donc les députés qui font partie de la commission, qui sont députés permanents, membres de la commission des finances, qui avaient voté, qui avaient décidé, sachant que la majorité relative présidentielle s'était abstenue et avait laissé les groupes d'opposition se débrouiller entre eux. Là, comme on ne sait pas qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité, et qu'en plus on a un morcellement des groupes, puisqu'il y aura, a priori, au dernier comptage, 11 ou 12 groupes, ça risque d'être un peu plus sportif. Mais c'est peut-être la seule commission où ça va être le plus compliqué, et qui nécessitera peut-être d'y revenir si jamais un gouvernement d'un côté ou de l'autre est formé. Elsa, bien sûr. Si je peux compléter, il y a eu quand même des moments où on a eu déjà, même avant, des difficultés à attribuer les postes. Moi, je pense à un cas, c'était l'attribution du poste de questeur à Thierry Solaire. Alors, ça a l'air un peu vieux, c'était en 2017, mais en fait, Thierry Solaire, en fait, était passé dans la majorité, alors qu'il n'avait pas été élu sur une étiquette de La République En Marche. Et donc là, toute la question qui s'était posée. Donc normalement, on n'aurait pas dû être questeur, mais quand même est devenu questeur. Ça avait créé tout un imbroglio quand même et des grands débats sur le respect des droits de l'opposition. Donc, je dis ça pour dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive même finalement plus souvent que ce qu'on pense. Pour autant, c'est insatisfaisant à tous égards parce que ça oblige à bricoler, ça donne une très mauvaise image des institutions et du Parlement et ça c'est important, je pense, surtout dans des périodes de crise politique, de crise démocratique, de crise civique. Ça donne vraiment une image de la politique qui se répartit les places, se répartit les sièges et souvent en fait on va avoir beaucoup de commentaires sur le thème, on se répartit les avantages, les petites primes d'indemnité, etc., etc. Donc c'est pas quand même quelque chose de satisfaisant. Ça donne pas un spectacle positif de la vie politique quoi qu'il arrive. Et ce poste de questeur, je pense que c'est l'étape suivante. Là, on est focalisé sur les présidences de l'Assemblée nationale, présidences de commission. On va avoir les questeurs juste derrière. Et ça, c'est aussi important, les questeurs. Alors, il est 21h30. Je rappelle à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que c'est un space avec des invités qui sont reconnus pour leur compétences et connaissances, on va dire, de l'Assemblée nationale. Et Elsa Fourcault et Pierre Januel sont également en fait auteurs en fait d'ouvrages. Et nous avons Philippe Latombe, pardonnez-moi, qui est aussi député réélu. Alors j'ai vu une ou deux personnes réagir parce qui n'étaient absolument pas contentes sur une grille de lecture. C'est un space qui se veut pédagogique et si j'appelle un panel en fait également d'experts, c'est aussi pour avoir différentes voix. Donc il faut aussi accepter un peu les opinions tant qu'on reste dans une discussion qui est cordiale. Avant que Philippe nous quitte, j'aimerais faire un petit focus sur l'expérience, on va dire, de député. Je me dis que heureusement que Philippe a déjà une expérience de député, mais je pense en fait à des députés qui débutent. Ça doit être extrêmement compliqué d'arriver et d'embrasser, on va dire, le rôle de député dans une situation pareille. Vous êtes accompagné en général quand vous prenez fonction? Ah non, on n'est pas accompagné du tout. On arrive le lendemain de l'élection, on nous dit qu'on a un certain nombre de formalités à faire et puis ensuite on se met en ordre de marche pour essayer de trouver un président, un bureau, etc. Et on enchaîne directement, normalement, sur une activité parlementaire classique, c'est-à-dire ce qui est prévu par la Constitution, c'est-à-dire au moins 15 jours de séance. Sauf que là, je ne sais pas ce qui va se passer, puisque comme on a un gouvernement démissionnaire qui est chargé des affaires courantes, je pense que mardi prochain, nous n'aurons pas de questions au gouvernement. Ça serait toute la logique. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire dans les 15 jours d'ouverture de séance. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je puisse du coup avoir la possibilité d'exercer les deux autres fonctions d'un député. C'est-à-dire qu'il y a globalement 3 fonctions chez un député pour un député. Il y a faire la loi,
il y a contrôler l'action du gouvernement et il y a évaluer les politiques publiques. Il y a un certain nombre de sujets pour lesquels j'aimerais bien pouvoir recommencer à pouvoir contrôler l'action du gouvernement, notamment dans le domaine du numérique, parce qu'il y a quelques sujets qu'on a mis de côté depuis 1 mois et demi et que j'aimerais bien pouvoir remettre en haut de l'agenda. Donc, ça va me donner la possibilité de pouvoir réinterroger des administrations, pour pouvoir aller chercher des dossiers au sein des administrations pour voir ce qui s'est passé. Bon, c'est ça que je vais faire pendant 15 jours, mais c'est pas forcément le moment le plus satisfaisant parce que c'est la politique politicienne qui va prendre le dessus pendant 15 jours et c'est pas. Mais d'une manière générale, les députés, oui, ils n'ont pas une petite séance de formation parce que c'était quand même une des promesses d'ailleurs d'Emmanuel Macron hein, d'ouvrir, c'était lors de je dirais, de son premier mandat à des personnes issues de la société civile, donc des personnes qui n'étaient pas forcément aguerries, on va dire, à la politique. Je pose une question bateau, hein, mais il n'y a pas un processus d'intégration, de formation, etc. Non. On vous fournit le règlement de l'Assemblée, la Constitution, et on vous balance dans le grand bain, on vous demande de nager. Donc on nage, sinon on coule. Ah ouais. Donc en fait, il faut tout apprendre, à la fois les tactiques politiciennes, les jeux d'alliance, et en même temps la réglementation, enfin en tout cas comment fonctionnent des pratiques parlementaires. Et ensuite, aussi travailler sur des dossiers. Donc, c'est tout ça, quoi. Oui, c'est tout ça. Alors, il y a quand même des gens pour nous aider. Ce sont les assistants parlementaires, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont assez expérimentés. Donc, quand on arrive, on a plutôt tendance à aller chercher un assistant parlementaire de sa propre vision et qui soit expérimenté, ce qui permet de gagner un peu de temps dans le fonctionnement de l'Assemblée, parce que justement, on peut s'appuyer dessus. Et puis, les groupes parlementaires, normalement, doivent ensuite structurer le travail ou en tout cas aider à la structuration du travail du député en allant chercher ses compétences particulières, ses points ses qualités principales, ses envies de sujets, etc. Et doivent normalement, avec leurs propres salariés, aider au fonctionnement des choses. Mais ça prend un peu de temps pour se mettre en place, d'autant que là, on va travailler dans les 15 jours qui viennent dans des conditions un peu particulières, puisqu'en plus, c'est tout bête, mais géographiquement, le Palais Bourbon est dans la zone noire d'exclusion de Paris, puisqu'on est juste en face de la Concorde, et que la circulation va être totalement impossible, et très compliquée et très surveillée. Donc même les assistants parlementaires vont avoir du mal à aller au Palais Bourbon. Ça va être un joyeux bordel, comme dirait Olivier Rus. Ouais. Eh ben dis donc, je vois d'ailleurs que Éric Bothorel nous écoute et on le salue et pareil, on le félicite également pour sa réélection. Et Éric Bothorel est également le bienvenu. Je sais que tout à l'heure, j'ai dû retweeter, il cherchait un assistant parlementaire. Je ne sais pas si c'est ton cas, Philippe. Non, moi j'ai mon équipe, okay. Donc ça y est. Super. J'ai repris les mails. Très bien. Alors, on a accueilli une personne qui a demandé la parole depuis très très longtemps et ensuite on repasse la parole à Pierre. Éric, je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à la question que je venais de poser ou est-ce qu'on passe la parole on accueille Rod ou pas? Oui, juste un petit mot par rapport à monsieur le député Latombe, par rapport au rôle que vous avez défini. Je n'ai pas entendu le rôle de relation avec les territoires. Alors, je pense que vous évoquiez les rôles au sein de l'Assemblée nationale, mais il y a un rôle supplémentaire, j'imagine, qui est la relation au territoire, en termes de présence, d'information et de travail aussi, bien évidemment. Oui, pardon, j'étais parti sur la partie du travail parlementaire, qui est le même d'ailleurs entre les députés et les sénateurs. Mais effectivement, il y a un rôle qui est lié au territoire, à la circonscription, même si... Désolée, c'est ma faute, j'ai fait une bêtise, j'ai coupé les micros. Pardon. Voilà. Ouais. Ce que je disais, c'est qu'on est député de la nation, on n'est pas simplement député d'un seul territoire, même si on a un lien particulier avec le territoire, parce qu'on est élu sur une circonscription en particulier. Donc oui, il y a effectivement une question de représentation de l'Assemblée et de l'État au sein du territoire et une relation particulière avec l'ensemble des citoyens et des personnes qui vivent sur le territoire. On est assez facilement tous sollicités sur des questions du quotidien pour essayer d'aider nos concitoyens qui ont, par exemple, une difficulté avec la préfecture, avec des choses comme ça. Donc, c'est un rôle local. J'étais sur les trois principaux rôles, j'étais uniquement sur la partie parlementaire. Non, mais absolument, j'ai bien compris. Mais merci de la précision, parce que je pense que c'est un rôle évidemment très important et qu'on peut partager avec nos auditeurs. Merci à vous.
Alors, je vais au moins saluer déjà l'arrivée de Éric Bothorel, qui est également député réélu. Bonsoir Éric. Bonsoir. On va accueillir une personne qui attendait depuis tout à l'heure pour poser une question. Puis Pierre, je crois que vous voulez aussi réagir et on échangera aussi avec toi. Et on est ravis d'avoir 2 députés réélus, donc expérimentés avec nous. C'est appréciable. Rod, bonsoir. Bonsoir. D'abord, Bienvenue. Bienvenue et félicitations aux 2 députés, ce que j'appelle tic-tac du numérique, hein, parce qu'il C'est nous faut ça. des experts, il nous faut des experts du numérique. C'est effectivement l'histoire du Keter. Il y avait eu aussi un problème avec Eric Woerth. Pareil, je crois que c'était en 2022 quand il a changé de camp. Mais en fait, c'est ça qui va être le plus gros cirque entre guillemets, c'est que pour moi, les positions, les rôles qui sont opposition, pas opposition, et la répartition qui était normalement effectivement avec un système de points, si je ne me trompe pas. Alors effectivement, Renaissance ne veut pas, Modem veut respecter les histoires de points. Donc c'est vrai que ça va être assez bizarre. Et c'est comment dire, la question c'est est-ce qu'on va en sortir gagnant ou pas d'après vous, je veux dire, Grandi, ou est-ce que ça va encore être en coup de oui, parce que de mémoire, NUPES avait sorti 2 candidats supplémentaires au vice-président justement pour forcer la majorité à voter et dire derrière oui, vous avez vu, la majorité a voté pour RN. Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver avec le même cirque qu'on a eu en 2022 ou vous pensez que ça va se calmer un peu quand même? Ou voilà, c'est plus ça ma question. Et effectivement, les positions qui doivent être réservées à l'opposition, donc il y a la commission de finances et questeur, je crois de mémoire, et surtout aussi le nombre de vice-présidents aussi qui doit être aussi en fonction de opposition, pas opposition. Ok. Je pense Donc en gros, est-ce que ça présage, on va dire, d'une année encore qui risque d'être extrêmement difficile, ou est-ce que le ciel va s'éclaircir, c'est ça? Il va s'éclaircir ou oui, s'assombrir, en gros? voilà, c'est ça, parce qu'en fait, D'accord, ok. Ben, peut-être Pierre qui souhaitait intervenir tout à l'heure Ouais, a envie en de fait, répondre et puis tu ben, pourras prolonger sur le reste. alors, le rôle premier d'un Parlement, de l'Assemblée nationale française plutôt, c'est d'abord et avant tout de trouver un gouvernement et de soutenir un gouvernement. C'est comme même ça, l'essentiel, avant de voter la loi, avant tout, c'est quand même le choix du gouvernement. Or, aujourd'hui, on n'a aucun camp qui arrive avec un Premier ministre. Le nouveau Front populaire, ça fait 8 jours qu'ils y sont. Ils n'ont même pas commencé à ouvrir des discussions parce que la JUC aurait valu qu'ils proposent un nom et qu'ils essayent d'élargir en essayant de trouver d'autres alliés dans le reste de l'Assemblée. Je pense aux Lyot, je pense à des centristes, voilà, d'essayer d'élargir un peu leur base qui est assez réduite. Donc on n'a même pas le début de ça. Euh, je vois pas comment, une fois qu'on aura un gouvernement, déjà, comment il fait pour ne pas tomber quasi immédiatement avec toute une partie de l'aile droite et l'extrême droite qui souhaite le faire tomber. Voilà, on risque d'arriver sur des temps très très compliqués et on va avoir besoin de beaucoup d'imagination pour savoir comment ça va se passer. Il n'est pas inenvisageable qu'au bout du bout, dans 3 mois, constatant qu'il n'y a pas véritablement de gouvernement avec base politique solide, on en arrive à une solution de repli type gouvernement technique qu'on a connu dans d'autres pays. Donc, il ne s'agit pas de dire que ça va s'assombrir, ça va s'éclaircir, etc. C'est comment, pour l'instant, ça va stabiliser pour avoir un gouvernement qui gouverne, c'est-à-dire qui propose des textes politiques, en charge ensuite à l'Assemblée d'adopter ou non ces textes, puisque le pouvoir législatif en France, il est quand même largement partagé entre le gouvernement et l'Assemblée nationale et le Sénat, et ensuite de faire tous ces travaux de contrôle. Mais la base initiale, c'est quand même d'avoir un gouvernement, et pour l'instant, on en est loin, et c'est même peut-être la première fois depuis le début de la Ve République qu'on en est aussi loin. C'est-à-dire même en 2022, quand il n'y avait pas de majorité, bon, on voyait que le pôle central qui était constitué par Ensemble, Renaissance, Horizon et le Modem
était quand même en tête et donc pouvait proposer. Et d'ailleurs, K1KA, ça a fonctionné puisqu'ils ont réussi à faire passer leur budget, par 49.3 peut-être, mais leur budget quand même, et certains textes de loi, dont des réformes importantes. Donc voilà, on en est, voilà, on est dans une situation assez inédite dans laquelle on va plonger. Et je pense que même la question de la présidence de la commission des finances, tout ça reste quand même assez secondaire par rapport à l'absence de cap clair. Dans cette continuité, je ne sais pas si quelqu'un souhaitait réagir, mais j'ai une question de Joël Chastanier, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la définition en fait des groupes de la majorité et de l'opposition. Il posait cette question, est-il possible de redéfinir les groupes de la majorité et de l'opposition en cours de législature? Ou est-ce que c'est obligatoirement une déclaration en début et Non, c'est définitif? En fait, les groupes peuvent se déclarer d'opposition. En fait, c'est une déclaration des groupes. C'est-à-dire que là, les groupes sont en train de se former, ils seront publiés au journal officiel, on aura la liste de tous les groupes parlementaires, et dans leur déclaration, certains vont dire je suis d'opposition. On se déclare pas de la majorité parce qu'il y a toujours eu des groupes qui étaient un peu entre les deux, mais vous avez comme ça des groupes qui ont navigué entre majorité et opposition au fur et à mesure de la mandature. Il suffit d'un courrier du président de groupe pour changer de statut. À propos des groupes, est-ce qu'on sait si le Parti communiste a son groupe? Parce que j'ai cru comprendre que. Oui, ils ont toujours eu un groupe, ça fait très longtemps. Ils le font avec les ultramarins, voilà. Mais ils ont leur groupe. Mais encore une fois, c'est secondaire, quoi, pour moi. D'accord. Oui, le groupe PC a été formé et c'est André Chassagne qui a été acclamé comme président aujourd'hui, donc il n'y a aucun souci. Il y a un morcellement des groupes, on sera 12 ou 13 groupes à l'arrivée. Et oui, la question c'est est-ce qu'on est d'opposition ou de majorité? Ça peut se changer. À mon avis, le seul parti qui peut se déclarer d'opposition et qui ne changera pas sera le RN. Voilà. Lui, il est sûr d'être d'opposition, quoi qu'il arrive. Donc, il va se déclarer d'opposition. Et du coup, à mon avis, il va du coup revendiquer la présidence de la commission des finances qu'ils avaient déjà. Voilà, c'est ça. Il l'avait déjà réclamé, mais il ne l'avait pas eu, puisque c'était un insoumis qui l'avait. Donc voilà, je pense que sur les commissions, le principal débat sera sur la question de la commission des finances. Pour le reste, ça se passera. Et je suis pas pessimiste sur il peut y avoir des coups de théâtre comme ça a été dit, ça c'est clair. Il y aura des effets de manche, il y aura des choses comme ça. Mais j'ose espérer que ça se passera bien. En tout cas, Eric le sait aussi, et on essaie de fonctionner on essaie de faire pour que ça fonctionne le mieux possible et qu'on soit pas dans des choses qui partent comme dans le théâtre italien, dans tous les sens, et que ça soit irréconciliable à l'arrivée, parce qu'on a besoin de fonctionner pendant un an, au minimum. Eric, est-ce que c'est pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, ou est-ce qu'on peut demander justement à Eric Maes, et est-ce qu'on demande à Eric Botorel aussi de nous faire part un petit peu de son ressenti? Absolument. Ouais. À vous, monsieur Botorel. Juste un point, Fadila, c'est que moi, par contre, il va falloir que j'y aille. C'était prévu, et merci. Donc, je passe le flambeau à Eric, il veut bien, et j'ai toute confiance en Eric pour répondre aux questions. C'est bien, parce qu'on a le choix du prince. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, d'avoir accepté l'invitation. De rien, c'est un plaisir. Je pense qu'on essaiera de réitérer, parce que c'est vrai que c'est une semaine à la fois décisive, mais en même temps, il y a pas mal de personnes en vacances, et on verra à la rentrée si c'est possible de refaire quelque chose, je pense, de pédagogique. Avec grand plaisir. Gentil. D'habitude, c'est le jeudi ou le vendredi, mais là, le mardi, c'est un peu compliqué. Oui, mais là, bon, on a fait comme on pouvait. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci bon courage. À bientôt. Salut Philippe. Salut Eric, bon flambeau, je te le laisse. Merci. Porte la torche. Merci. Je sais pas si on se voit au concert de la CDC le 13 août, Philippe, mais cette année, le Hellfest, c'était compliqué pour moi. Voilà. Le quoi? Le Hellfest. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il nous a montré sa photo, justement, avec son... Ouais, mais on s'était promis d'y aller ensemble. On s'était promis d'y aller ensemble. Mais voilà, dissolution oblige, ça a été compliqué. Voilà. Je profite peut-être, Fadila, je profite de ce petit moment de passage de témoin pour peut-être partager un sentiment ou une opinion. Oui, et avec une question, bien évidemment. Est-ce que ce moment de flottement, ce moment un peu d'indécision, ce moment où les choses vont commencer à se cristalliser, à se synchroniser pendant les vacances, est-ce que ça ne va pas avoir un impact qui aurait pu être beaucoup plus important au sein de la population, parce que ça se passe au moment des vacances scolaires,
au moment où les Français, eh bien, je dirais, vont bouger, pensent à autre chose, ne sont plus forcément dans le cadre des élections qu'on a eues depuis quelques semaines, dans les campagnes, etc. Est-ce que donc c'est un moment propice peut-être pour construire une autre politique en France, alors que on aurait pu croire que ces atermoiements pourraient peut-être énerver les Français si elles avaient eu lieu à la rentrée ou en pleine année. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le bon moment pour que du chapeau sorte quelque chose, Monsieur Botorel? Si, je partage cette analyse. Moi, j'ai battu campagne pour de nouveau gagner cette 3e élection. Et j'ai des gens qui ont pleuré sur mon épaule. Enfin, j'imagine, je sais pas comment vous avez vécu les choses après l'annonce du président de la République le 9 juin, mais moi, j'ai vu des gens âgés, pas âgés, etc., venir pleurer sur mon épaule parce qu'ils avaient peur, ils étaient saisis d'un vertige, il y avait de l'enjeu, on le connaît tous. Et donc, la seringue de la Poloche était pleine entre les européennes et la campagne électorale législative, et j'ai pu mesurer depuis l'élection que les gens sont passés à autre chose. Et c'est tant mieux. Ils sont passés à l'euro, l'euro malheureux pour les Français, mais heureux pour les Espagnols. Ils sont passés au Tour de France, ils vont passer aux Jeux Olympiques. Ce qui est certain, par contre, c'est que si nous si nous sortons pas de cette séquence, et on en sortira de toute façon samedi, quoi qu'il arrive, parce que les procédures de désignation vont opérer, il y aura des votes, etc. Je ne sais pas si ce sera le scénario de ceux qui l'avaient prévu et qui se déroulera pas comme c'était prévu ou d'autres choses, mais en tout cas, il y aura une présidence à l'Assemblée nationale, il y aura des groupes, il y aura machin, etc. Et ça structurera quelque part la question que vous posiez précédemment sur les oppositions à la majorité, en fonction de la couleur du président de l'Assemblée nationale ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Ça situera bien évidemment les choses, et probablement que ça situera et que ça préfigurera des choses au niveau du gouvernement sur les équilibres, puisque par définition, les Français, pour la 2e fois, ont choisi de ne pas choisir et donnent une couleur à l'Assemblée nationale qui n'est pas sans majorité absolue. Et donc, il y a des camps qui ont gagné, il y a des camps qui ont perdu et il y a des camps qui n'ont pas gagné, et ces 3 ou 4 ou 5 ou 12 ou 14 camps cohabitent. Donc oui, bien sûr, le fait que ça se passe pendant les vacances, pour de bonnes raisons, les Français sont passés à autre chose. Je pense qu'ils en avaient besoin. Et par contre, on sera comptable à la rentrée. Tu penses vraiment que les Français sont passés à autre chose? Enfin, ceux qui sont en vacances, probablement, mais... Ouais, si, moi, tu peux aller dans... Tu peux aller dans mes bistrots à l'Ogivie de la Mer ou machin, etc. Ok. Ça parle... Enfin, il y a l'effet loop, il y a l'espèce Twitter, et puis il y a le maelstrom médiatico-politique parisien. Il y a encore du monde aux 4 colonnes, mais en vrai, tout le monde a envie de débrancher pour regarder d'autres choses. Et moi, je le vois chez moi, que j'ai quitté avant-hier. Les gens sont passés à autre chose. Ils nous ont filé les clés. La responsabilité maintenant, c'est faites quelque chose. Ils ne passent pas tous la même commande aux mêmes personnes. Mais derrière, ils veulent être certains qu'en septembre, y a des gens qui renouent avec la nécessité de s'intéresser aux problèmes qui sont les leurs. J'observe d'ailleurs que pendant les vacances, le sujet du pouvoir d'achat, c'est moins un sujet qui revient. En tout cas, c'est un sujet qui est moins entretenu que d'autres. Il ressortira sans conteste au mois de septembre. Enfin, le cours du monde ne s'est pas fracassé sur l'humeur du réel du 9 juin. Les choses suivent leur cours. Le changement climatique n'a pas dit tiens, c'est un peu le bordel en France, on va de nous-mêmes décider de se réchauffer un peu moins vite. Poutine n'a pas dit tiens, c'est un peu le bordel en France. D'ailleurs, il aurait plutôt tendance à penser le contraire. Je vais être un peu moins agressif sur le Donbass. Donc, il y a de toute façon une page de l'histoire de France qui s'écrit avec des mains qui ne sont pas celles de l'Assemblée nationale et encore moins de l'exécutif, et la page se noircit, et personne ne peut prétendre qu'on partira d'une page blanche pour trouver des solutions aux Français. C'est pas vrai. Il y a des tas de choses qui vont rester. On a toujours plus de 3 000 milliards de dettes. Voilà. Donc, ce que nous ont demandé les Français en choisissant de ne pas choisir, c'est maintenant démerdez-vous. Et moi, je l'ai entendu 1000 fois sur les marchés, l'alliance des raisonnables, etc. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'effectivement, des raisonnables, il y en a un peu partout, sauf qu'ils sont bien dans leur famille, et qu'aujourd'hui, c'est pas naturel de quitter sa famille d'origine pour essayer d'aller travailler avec d'autres.
qu'on a combattu par le passé, pour essayer de bâtir quelque chose qui ressemblerait à une coalition d'arc républicain. Voilà. On en parlera justement après, parce que c'est vrai qu'il y a le jeu des alliances aussi qui rentre en jeu. Et on va accueillir aussi John dans quelques instants. Je sais que Elsa voulait réagir et je voulais simplement inviter toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir poser une question, de profiter. Vous avez un député qui est réélu, donc qui a de l'expérience, qui peut répondre aussi à vos questions. Et vous avez 2 experts avec Elsa Fourcault et Pierre Januel, qui sont des experts, on va dire, reconnus, on va dire, dans les affaires parlementaires, et qui sont également auteurs d'ouvrages. Je vous ai épinglé là-haut des posts concernant leurs ouvrages. Donc profitez-en, il n'y a pas de questions stupides. On est là aussi avec Eric aussi pour essayer de poser des questions aussi pragmatiques. C'est un space qui se veut pédagogique et pas militant. J'ai vu une personne qui était vraisemblablement froissée d'avoir entendu quelque chose. Oui, on est dans une analyse peut-être un petit peu froide, mais c'est l'objectif de la pédagogie, c'est d'être dans l'explication et dans le plus rationnel, le plus proche, on va dire aussi, du texte. Avant de passer la parole à John, Elsa, tu souhaitais réagir à l'intervention d'Éric Bothorel ? Oui, peut-être pour apporter peut-être un contre-pied qui vient peut-être un peu moins de l'intérieur du Parlement, mais plus de l'extérieur. Moi, mon expertise, elle est plutôt sur comment est-ce qu'on regarde le Parlement du point de vue de la société civile et des ONG. Moi, peut-être pour quand même contrebalancer un peu ce qui vient d'être dit, oui, certes, les gens sont en partie passés à autre chose. Mais en réalité, on s'intéresse beaucoup plus à la politique maintenant qu'en temps normal. C'est-à-dire qu'en fait, en temps normal, on a une vie politique qui en permanence vit sur le dogme de il faut réformer, il faut réformer, il faut réformer, énormément d'intensité législative, politique. À mon avis, je pense que ça, ce sera quelque chose qui est partagé par Pierre, arrête-moi si tu n'es pas d'accord, à mon avis, trop. C'est-à-dire qu'en fait, on va trop vite, on légifère trop, on réforme trop, et en général, trop veut dire mal, pas assez bien, pas de manière assez concertée, pas de manière assez aboutie, et ça glisse complètement au-dessus des gens. C'est-à-dire ça, c'est la situation normale. Et là, on est dans une période un petit peu inversée où finalement, les institutions sont mises en pause. Un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que normalement, juin-juillet, dans le schéma institutionnel, c'est le moment où se déroulent des réunions d'arbitrage budgétaire pour préparer le budget à la rentrée. Donc, il y a des enjeux fiscaux. Là, il aurait dû y avoir des discussions sur les économies budgétaires, etc., qui allaient être discutées. Tout ça est mis en pause. Et effectivement, le monde ne s'arrête pas de tourner. Ça, c'est le premier élément qui, à mon avis, plaide pour quand même dire quelque chose de la vie politique, ce qui peut ralentir, en fait, en termes de rythme. C'est pas forcément une mauvaise chose, contrairement à pas mal de choses qu'on a entendues dans les discours politiques récemment. On n'est pas obligé de saturer d'annonces, de réformes en permanence l'agenda médiatique. Par contre, moi, j'ai rarement vu de campagne qui se prolonge après l'élection, comme ça a été le cas maintenant. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses, alors notamment du côté du Nouveau Front Populaire. Je pense que c'est peut-être un peu moins le cas dans les autres blocs, mais du côté du Nouveau Front Populaire, on a eu des choses assez inédites, avec notamment des associations, des syndicats qui, pour la première fois dans leur histoire, pour certaines, ont soutenu le Nouveau Front Populaire. Et ça, on voit bien que ça a créé des dynamiques, alors évidemment hétérogènes selon les territoires, probablement un peu moins, peut-être en Bretagne, moi aussi je suis bretonne, parce qu'il y avait moins de menaces de l'extrême droite, donc moins d'enjeux peut-être de construire le Front républicain que dans d'autres territoires, mais quand même dans plein de territoires, on voit des choses qui, moi, personnellement, me font penser à des dynamiques qu'on a pu voir à d'autres périodes. Je pense après la loi travail, après autour de Nuit debout. Alors, c'est pas la même chose, je suis pas en train de comparer les éléments, mais juste de comparer peut-être l'effervescence politique qui reste après un événement politique. Là, on est quand même là-dedans. Les choses se sont pas éteintes. On a quand même vraiment, du coup, une forte attention sur comment va être constitué le gouvernement, du coup, une grosse pression quand même sur les partis à le constituer. Mais je pense pas qu'on puisse dire que voilà, les gens sont passés à autre chose. Les gens restent très très attentifs à la question, restent également très exigeants, mais malheureusement aussi un peu résignés sur ce qui est possible. Il y a une forme aussi d'agacement aussi. Moi, en tout cas, j'ai été un peu dans pas mal de space qui étaient agacés en fait, ne serait-ce que cette semaine avec des noms. Désolée si j'ai coupé les âmes, mais c'était juste pour enrichir. Mais voilà, j'ai aussi senti ça.
Mais pas de passer à autre chose. Moi, je dirais pas ça. Et franchement, on doit pas fréquenter les mêmes cafés. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, au contraire, il y a quand même une discussion qui se fait assez fortement. Et selon les territoires, bon, je sais pas, moi, j'ai pris le train pour traverser la Bretagne, justement, rentrée des fêtes maritimes de Brest. Alors, ça, c'est pour le côté touche bretonne, pour parler à Éric Botorel. Enfin, le train qui va de Brest à Vannes, les gens parlaient de ça, en fait, dans le train. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai rarement vues et observées. Qu'il y ait une intensité comme ça de discussion spontanée sur ces questions, de gens qui se mettent à discuter spontanément des choses. Alors, c'est pas partout, c'est pas tout le temps, c'est pas dans les territoires, mais on est en vacances, on est pendant l'été, on est post-élection. Il se passe quelque chose. Et là, je pense que les parlementaires, et je pense qu'ils l'ont conscience, ils en ont tous conscience, qu'ils sont très observés, encore peut-être plus que d'habitude. Alors, je vois qu'il y a des personnes que je connais, hein, Caillon Win, Maître Macronard, Cécile Favert, que je connais également. Si vous souhaitez intervenir, vous êtes les bienvenus. Moi, j'aurais une question à vous poser, là, c'est de savoir est-ce que le fait que cette semaine, on ait beaucoup parlé aussi de donner des noms de Premier ministre, est-ce que finalement on nous a pas un petit peu embourbé quelque part, puisque c'était peut-être pas en fait l'urgence aujourd'hui du Premier ministre, peut-être que je me trompe, hein, et que ça peut venir après, alors que là l'urgence c'est la mise en place en fait de l'Assemblée nationale. Ma question est-elle claire ou pas? Ouais, moi je suis pas sûre. Parce que j'ai l'impression qu'on avait deux sujets en même temps et que finalement on a beaucoup parlé en fait d'un nom pour Premier ministre, alors que finalement on peut peut-être encore attendre pour le Premier ministre. Il y a d'autres pays qui rigolent même, je dirais, ne serait-ce que la Belgique qui est habituée en fait à ce genre de situation et qui dit vous allez pouvoir attendre, qu'il y a rien de grave. Bah, je sais pas si les deux peuvent être déconnectés vraiment, mais vas-y. Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, effectivement, il y a des pays où s'il y a une culture de coalition et en Allemagne, il y a tellement de types de coalition que chaque type de coalition a son nom propre. De mémoire, les grosses, les trucs et tout. Donc, avec le nom de la coalition, ils peuvent savoir qu'il y a qui dedans. En France, on n'est pas habitué. Et je pense qu'effectivement, peut-être qu'au centre, ça s'est un peu calmé, effectivement, le truc, mais à gauche, il y a toujours la pression, mais à gauche, il y a surtout, excusez-moi du temps, mais il y a un cirque où les gens s'insultent, les insoumis contre les socialistes. Et moi, ça me fait peur en me disant, en fait, il y en a un qui s'est posé, a sorti son paquet de popcorn et est en train de savourer ce moment-là, c'est Marine Le Pen, parce que, voilà. Et Enfin, c'est pas effectivement, Marine Le Pen qui a sorti le popcorn à la base, hein. non, mais, oui, non, mais je veux dire que là, C'est pas elle qui a découpillé non, la non, grenade. non, la grenade, c'est Macron, ça, je te le dis. Mais ce que je veux dire, c'est que elle est en train de ramasser les points en se disant, ils sont incapables de gouverner et ça va être une catastrophe. Ils sont en train de s'insulter comme si c'était l'ennemi, tu vois. Ils sont censés chercher des compromis. Les tweets que je vois, il y a des appels de harcèlement, de trucs qui sont assez impressionnants. Et je pense que effectivement, à gauche, l'attente est beaucoup plus importante, comme je le disais, et du coup, ça crée une pression qui peut-être n'est plus aussi présente au centre, où on sait que, bon, voilà, il y aura peut-être une coalition avec le centre, et je pense que c'est ça qui fait que, mais le Premier ministre, effectivement, c'est peut-être pas l'urgence, mais je pense que ça fait partie du lot et que c'est pas encore on n'est pas encore décorrélé là-dessus entre le ministre et le Parlement, alors que dans d'autres pays, c'est peut-être plus habituel. Ouais, on va demander à Pierre Januel ou Éric Botorel ou Elsa peut-être sur ce calendrier. Est-ce qu'on a précipité le calendrier? Est-ce que c'est si urgent ou pas? Alors, deux choses. Alors pour l'Assemblée, le calendrier est prévu presque par la Constitution et par l'ancien bureau, donc il était un peu imposé. Par ailleurs, sur le gouvernement, on a gardé nos habitudes. Mais parce que c'est des habitudes qui fonctionnaient. Habituellement, au lendemain, le dimanche soir des législatives, on avait un vainqueur et des vaincus. On savait à peu près où ça allait. Là, aujourd'hui, on est sur une situation beaucoup plus incertaine. Donc, je ne sais pas qui a précipité quoi, mais je vois juste que
on a continué sur un fonctionnement normal sur lequel on avait l'habitude. Donc, je suis pas sûr que quiconque est précipité. Par ailleurs, effectivement, le calendrier était très contraint, mais le personnel politique a pu montrer que sous la contrainte, il savait agir. Regardez les partis du nouveau Front populaire, le dimanche soir, au moment de la dissolution, toute une partie de la majorité macroniste est persuadée qu'ils ne s'allieront jamais. Ils se sont alliés très rapidement, nécessité faisant loi, alors même que l'ensemble des candidatures devaient être déposées moins d'une semaine après. C'est-à-dire que la dissolution a eu lieu le dimanche suivant à 18h, toutes les candidatures devaient être déposées. Donc, quelque part, le temps, avoir un calendrier infini fait que les négociations sont aussi infinies. Le seul fait, c'est que là, presque pas de pression, pas assez de pression pour la majorité de proposer un Premier ministre pour la majorité, pour le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Il n'y a pas de pression pour trouver un Premier ministre, peut-être parce qu'il n'y a pas non plus envie de trouver un Premier ministre commun. Alors, Elsa parlait de cette pression quand même qui était liée au fait du coup de théâtre aussi, mais je crois aussi que nous avons eu aussi les élections européennes qui précédaient, donc on a ce sentiment en fait finalement d'être sous tension, on va dire, depuis un petit moment en fait avec tout cela. Eric, Ouais. D'abord pour répondre à Elsa, possible que je ne sois pas le réceptacle parfait de la façon dont on peut percevoir l'idée avec laquelle ou l'intensité avec laquelle les gens vivent encore cette campagne. Mais enfin, je mesure pour avoir battu campagne pendant 3 semaines à quel point on est descendu malgré tout d'un cran d'intensité. Maintenant, je suis prêt à reconnaître que bien évidemment, un certain nombre de nos concitoyens continuent d'être un peu passionnés par le feuilleton qui est en train de se passer, y compris autour des programmes, puisque finalement, il n'y a pas tellement de choses à grignoter sur le sujet du casting. Je pense que les choses vont changer à partir de jeudi. Et je pense que là, les choses vont se structurer, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, jeudi, vendredi et samedi, l'Assemblée nationale va bien s'organiser. Ce sera peut-être pas le scénario que les uns et les autres ont prévu, si certains en ont prévu. Mais en tout cas, à la fin du week-end prochain, il y aura, quoi qu'il arrive, une présidence à l'Assemblée nationale, des répartitions en fonction des sensibilités politiques, de responsabilité à la tête des commissions, et ça structurera une partie de la vie politique. Sur la partie on légifère trop, etc., j'ai déjà dit dans ce space ou ailleurs, moi, même si je suis un législateur, enfin, je suis un député donc qui légifère, et notamment sur les sujets du numérique, je dis trop souvent, ou très souvent, qu'il y a bien des sujets qui se traitent par la jurisprudence, la soft law, etc., et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un fait divers pour produire du droit. En ça, je m'inscris parfois en rupture, y compris avec des gens de ma propre majorité. Pour autant, le calendrier initial avant dissolution tenait compte du fait que les Jeux Olympiques devaient se dérouler cet été, et que contrairement aux autres années, on n'aurait pas siégé jusqu'au mois d'août, donc on n'aurait pas légiféré beaucoup, parce qu'à partir du 14 août, on levait le pied et on quittait l'hémicycle. Voilà ce que je peux dire à ce stade des échanges qu'on peut avoir. Sur le reste, on est dans une situation inédite, même si parfois certains prennent des repères, comme l'a fait Gabriel ce soir aux 20h de TF1 en disant qu'il y a déjà eu des situations du même ordre. Mais je crois que honnêtement, on n'a pas de situation strictement comparable à celle que nous sommes en train de vivre. Et donc, j'allais dire, chacun s'adapte par rapport à tout ça. Et il en sortira quelque chose dont il faut espérer que ça corresponde aux attentes des Français et des Français. Je suis pas dupe, je suis pas totalement naïf, y compris à partir de jeudi et samedi. Il y aura des mécontents, il y aura ceux qui disent qu'ils ne sont pas représentés comme ils le devraient, que tout ça c'est des accords de boutique, etc., etc. Mais à la fin, c'est des votes à l'Assemblée nationale, et c'est des votes à bulletin secret pour certains, c'est des votes qui sont pas à bulletin secret pour d'autres. Et puis, il sortira des hommes et des femmes qui seront prendront ses responsabilités. Donc, moi, ça me va bien de passer ce voyage en terre inconnue dans les 3 jours qui viennent. Et puis, il sortira de toute façon quelque chose. Et on sera obligé, là aussi, de faire avec. Mais ça n'est que la continuité du respect du scrutin qui s'est déroulé il y a un peu plus de 10 jours maintenant, et qui fait que c'est à la fois un choix et un non-choix. Et je vais l'imager, je termine là-dessus.
Au lendemain de ma victoire, parce que j'ai été en triangulaire 2 fois et moi, je n'ai surtout pas demandé à ce qu'il y ait des désistements, comme ça je ne dois rien à personne. En tout cas, ni au Nouveau Front Populaire, ni au Rassemblement National. On peut toujours imaginer qu'il y a un front républicain qui a œuvré en ma faveur à la fois pour lutter contre la France insoumise ou le Rassemblement National, mais en tout cas, moi je suis en triangulaire 2 fois. Là, la candidate LFI disait n'oubliez pas, M. Botorel, vous êtes élu avec 41% des voix, ça veut dire qu'il y a 60% des gens qui ne sont pas d'accord avec la Macronie. Enfin, si on se renvoie ça en permanence, moi je lui retourne, et je lui ai retourné, qu'il y avait 70%, parce qu'elle avait fait 30%, 70% des gens qui n'étaient pas d'accord avec le Nouveau Front Populaire. Donc une fois qu'on met ça au milieu de la pièce, et qu'on se dit il y a des gens qui sont à 60% d'accord, pas d'accord avec la Macronie, 70% pas d'accord avec le Nouveau Front Populaire, 70% pas d'accord avec le Rassemblement National parce qu'ils étaient à touche-touche, c'est pas ça qui crée les conditions de quelque chose. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est moins représentatif qu'un autre, mais surtout ça crée pas les conditions d'un dialogue nécessaire pour que derrière, malgré tout, les choses fonctionnent. Parce que si on doit, y compris dans le cadre d'une triangulaire, obtenir la majorité absolue pour être certain qu'on est totalement légitime, il faut dissoudre tous les 15 jours. Sinon, on n'y arrive pas. Puis il faut pas de désistement. Donc on est en situation inédite. Les choses vont se passer à l'Assemblée nationale. Ça va bien se passer, comme dirait l'autre. En tout cas, ça va se passer. Et puis derrière, on aura de nouveaux espèces pour commenter. Mais on est bien d'accord qu'actuellement, il y a quand même des tractations aujourd'hui pour aboutir en fait à un vote. Mais même moi, j'en ai fait partie. Mais j'ai passé toute la semaine dernière avec, et c'est public ou quasi public, avec des Sacha, des Stella, des Agnès, je n'aime pas tous les noms, mais on était nombreux à discuter avec des gens du PS, avec des gens de chez Elliott. Bon, voilà, je voulais vous résumer les choses, c'est qu'aujourd'hui, pour certains ex-camarades du PS, que c'est ma famille d'origine, ils attendent un prétexte, une raison pour pouvoir quitter. Aujourd'hui, ils n'ont pas de prétexte et de raison de quitter leur famille d'origine. Et je le comprends. Et depuis 10 jours, tout le monde se renvoie des lignes rouges à la figure en disant ça, c'est le non négociable, ça, c'est le non négociable. Moi, j'ai fait de la négo pendant 30 ans en entreprise. Il se trouve qu'en général, les lignes rouges, on les amène plutôt à la fin. C'est jamais une bonne entrée en matière en négociation de dire je vais négocier avec toi, mais je te dis tout de suite ce sur quoi je suis pas prêt de lâcher. Alors qu'en vérité, on devrait être capable de dire il y a des choses, moi je l'ai dit sur la réforme des retraites, moi je suis prêt à l'abroger la réforme des retraites, à la condition qu'on fasse la retraite à point. Mais c'est une façon de dire je lâche des choses. Le retour au point d'origine pour moi n'est pas, c'est pas un système qui est totalement juste d'un point de vue social, et c'est pas, s'il avait été parfait, personne n'aurait jamais touché. Et la réforme paramétrique qu'on a faite, elle apporte juste un peu de sécurité financière sur le financement des retraites. Mais c'est pas la réforme de fou qu'on pourrait faire. La CFDT est d'accord pour faire une réforme plus profonde qui tienne compte de l'évolution démographique, etc. Oui. Donc on peut, il me semble, être de la majorité et dire la réforme paramétrique qu'on a faite, on veut bien la mettre de côté. Et par contre, pitié, ne nous ramenez pas au truc d'origine, parce qu'en vérité, que vous soyez Nouveau Front Populaire ou pas, le sujet de l'âge légal, c'est une chose, mais le vrai débat qu'on a sur les retraites, très vite, il convoque les sujets d'annuité et de décote, si vous n'avez pas les annuités, etc. Donc dire 60, 62, 64, ça n'a aucun sens tant qu'on n'a pas abordé les autres points qui sont clivants pour ceux qui liquident leur retraite. En général, ceux qui en parlent en sont assez éloignés, mais quand vous y êtes, le vrai sujet, c'est celui-là. C'est de savoir si vous allez voir votre retraite à taux plein ou pas. On peut faire la retraite à 60 ans pour tout le monde, si c'est 50% de décote parce qu'on n'a pas les annuités, franchement, ça se finance. Mais je crois pas que ce soit quelque chose qui soit juste. Donc oui, il y a du possible à mettre sur la table sur plein de sujets. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui disent à la gauche ou aux républicains, on peut pas aller voir les gens en disant on va négocier avec vous, mais il faut que vous soyez d'abord d'accord avec tout ce qu'on a dit, parce que ça marchera pas. Et comme c'est un peu la tendance au Nouveau Front Populaire de dire, de toute façon, il n'y a rien de négociable, au moins une partie du Nouveau Front Populaire. On va dire que la France insoumise dit c'est à prendre ou à laisser. Bon, si c'est à prendre ou à laisser, il n'y aura pas de négo. En sachant que tout à l'heure, Elsa le rappelait également que dans la dynamique, on va dire, du Nouveau Front Populaire, il y avait aussi, et c'était assez inédit, des syndicats qui étaient, et dont tu as cité tout à l'heure CFDT, que je connais quand même plutôt bien, et voilà, qui étaient aussi dans la boucle. Donc je ne sais pas du tout après comment ça va s'articuler, effectivement, quand si on reparle, on va dire, de la réforme des retraites. Eric, je vais interrompre pour... alors, il faut que je précise, parce que j'ai deux Eric. Eric Maes, est-ce qu'on accueille Susanna Wu, qui attend depuis un petit moment, ou tu voulais rebondir Absolument. sur... Voilà. Oui, je voulais peut-être poser juste un mot à nos trois invités.
parce que quand même, on vient de vivre une séquence qui est, de mon point de vue, historique, inédite, avec un président qui, depuis 2017, je dirais, s'exerce à la disruption, d'une certaine manière. Et en interne, de votre côté, je dirais en interne à l'Assemblée nationale pour M. Botorel, en interne du côté de nos amis experts journalistes ou experts en communication, est-ce que le président de la République va garder, ou est-ce que c'est déjà entamé, la puissance institutionnelle qu'il semble encore détenir, parce qu'on sent que de manière sous-jacente, il manipule les petites marionnettes que sont les députés, les groupes, les futurs groupes ou les leaders politiques. Et est-ce que vous pensez qu'à la rentrée, on va avoir affaire à un nouveau Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il va souhaiter continuer encore à agir en sous-main et ne pas forcément laisser un certain choix des électeurs qui est d'oublier un petit peu la Macronie par les votes qui ont eu Éric lieu. Maes, elle est bien ta question, mais là, du coup, tu allais relancer un débat. Je ne sais pas qui veut répondre. Mais en quelques mots. Oui, parce qu'il y a Susanna Wu qui attendait, en fait. Voilà. Bah, je peux vite rapidement intervenir là-dessus. Emmanuel Macron semble vouloir garder toute sa plénitude de pouvoir de président. Le problème, c'est qu'un président de la République, s'il est en cohabitation, s'il est face à un gouvernement qui lui est franchement opposé, il peut plus faire grand-chose. Hein. On a eu des cohabitations, 3 cohabitations qui se sont plutôt bien déroulées dans le passé, mais parce qu'il y avait 2 caractéristiques. D'une part, le président de la République restait chef de son camp politique et chef de l'opposition, que ce soit Mitterrand en 86, 93 ou Jacques Chirac en 97, et d'autres, parce qu'il allait pouvoir se représenter, ce qui ne sera pas le cas d'Emmanuel Macron, et de l'autre, on peut avoir aussi un Premier ministre dont l'objectif n'est pas que ça se passe bien avec le président de la République. Le débouché, si la cohabitation se passe mal, pour moi, ça ne sera pas une nouvelle dissolution, ça sera une démission d'Emmanuel Macron. Et un certain nombre d'acteurs peuvent avoir pour objectif d'y aller. D'où l'intérêt peut-être pour le président de la République de plutôt avoir soit un gouvernement de coalition large, soit un gouvernement technique qui serait moins voilà, ou sur lequel il pourrait garder son domaine réservé. Mais le domaine réservé en tant que tel d'action politique du président de la République, il est au final assez réduit. Donc voilà, c'est effectivement ça nous entraîne dans toute une sphère un peu plus inconnue. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on va vivre beaucoup d'inconnus dans les mois qui viennent, beaucoup de précédents. C'est pour ça que c'est bien de toujours avoir un petit peu d'imagination, mais jamais avoir trop de certitude. Très bien. C'est peut-être M. Botorel, s'il veut répondre à mon point concernant le statut d'Emmanuel Macron, et puis de l'intérieur, vis-à-vis de vos collègues députés. Est-ce que la stature d'Emmanuel Macron a été entamée? Bon, écoutez, sur ce qui se vit de l'intérieur, moi, j'ai pas l'habitude de trop le partager. Je trouve que je vois le président demain, donc je lui dirais qu'on s'inquiète de son rôle son rôle de marionnettiste, mais je vais quand même répondre à la première partie de la question. On a connu meilleur marionnettiste que celui qui prend la décision de dissoudre une assemblée qui voit revenir une majorité plus faible que celle qu'il avait avant. Donc si on part du principe que c'était un coup de génie, il va peut-être falloir attendre un peu pour obtenir le démenti qui permet de comprendre que c'était effectivement un coup de génie. À l'heure où je vous parle, on se retrouve dans une situation qui est une situation complexe pour l'ensemble des sensibilités politiques, mais y compris pour le bloc central, et plus complexe parce que, bien évidemment, en majorité relative, beaucoup plus prononcée, enfin en tout cas, en effectif beaucoup plus faible qu'avant. Et ce qui tire les ficelles, je veux dire, l'Assemblée, il y a quand même 577 hommes et femmes qui vont voter, pas sûr qu'il y ait le contrôle de tout, et au mieux, on pourrait se prévaloir qu'ils contrôlent à peu près 99, 100 parlementaires qui, par pure discipline ou consigne, suivraient les recommandations qui seraient les siennes. Enfin, ça pèse que 100 votes sur 577, ça peut faire la maille, mais c'est pas ça qui fait la décision. Donc, je crois qu'il y a un pouvoir remis aux mains de l'Assemblée. Il appartient à ceux qui y siègent de savoir ce qu'ils veulent en faire.
Maintenant, si on rentre dans des, comme le disait Pierre à l'instant, il y a plein de scénarios de sortie possibles, hein. La démission, la redissolution dans un an. Enfin, je vous garantis que si cette petite musique sur la redissolution dans un an prend corps, vous n'allez pas avoir beaucoup de gens en palais Bourbon, hein, parce que tout le monde va vouloir sauver son cul pour l'élection qui aura lieu dans un an, et ils auront tous ce sentiment d'ailleurs qu'ils seront plus efficaces à le faire en circonscription qu'à l'Assemblée nationale. Donc moi, j'essaie d'être assez loin des scénarios de moyen et long terme, compte tenu du niveau d'incertitude qui pèse à très très court terme. Et je prends les choses, je vais dire heure par heure et jour par jour. Donc moi, je serais capable de répondre complètement à la question à partir de samedi. Non pas que je ne veux pas y répondre maintenant, mais il y a des gens dont c'est le métier de faire les commentaires politiques pour après, quitte à se tromper d'ailleurs. Je dis pas que c'est le cas d'Éric dans la question qu'il pose et qui est légitime, mais c'est vrai que trop souvent, il y a un certain nombre de choses qui sont posées comme des hypothèses qui tiennent parfaitement la route. Le temps de les écouter, on les a oubliées. Et de toute façon, celui qui les a formulées ne s'est pas engagé. Encore une fois, ce qui est certain, c'est que samedi, enfin, dès jeudi, il y aura une présidente ou un président à l'Assemblée nationale. Et probablement que ça préfigurera des choses. Ensuite, les équilibres entre ce pouvoir législatif et l'exécutif, il sera celui qui sortira jeudi. Si c'est quelqu'un issu de la majorité ou d'un accord de la majorité ou quelque chose qui préfigure la coalition, alors ça colorera le gouvernement qui sera appelé. Si c'est quelqu'un de la NFP, ça colorera le gouvernement qui sera appelé. Et on vivra avec ces séquences qui vont se succéder. Mais je ne vois pas comment je peux mieux répondre à cette question qu'en disant il faut accepter qu'il y a encore une part d'inconnu qui va être levée dans les heures et les jours qui viennent. Merci beaucoup, Éric. J'ai 2 éléments. Alors, malheureusement, Susanna est partie, mais bon, peut-être qu'elle elle reviendra. Non, je viens de lire un message. A priori, elle est très énervée. Alors, j'ai une question écrite et j'ai une intervention. Philippe Comte qui est venu nous rejoindre. Et pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle juste que c'est un space qui se veut pédagogique sur l'Assemblée nationale, notamment sur son fonctionnement. Et vous avez donc 2 experts à qui vous pouvez poser des questions, Elsa Fourcault et Pierre Januel. Donc, des experts en matière de législation et fonctionnement parlementaire. Je vous ai épinglé là-haut, en fait, des postes concernant leurs ouvrages. Et nous avions tout à l'heure le député Philippe Latombe et maintenant nous avons le député réélu Éric Bothorel et qu'on salue également. Alors, j'ai la question écrite et ensuite je passe la parole à Philippe Comte. C'est de Cécile Favert qui nous demande: est-ce que les élections européennes ont une influence sur la composition de l'Assemblée nationale et ou sur la nomination du Premier ministre? Je répète, donc, est-ce que les élections européennes ont une influence sur la composition de l'Assemblée nationale et ou sur la nomination du Premier ministre? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Assez rapidement, elles ont une influence politique, sinon il n'y aurait pas eu de dissolution, mais elles n'ont pas d'influence directe sur le reste. D'ailleurs, on parle plus on a toute la nomination des instances européennes en ce moment. Pas grand monde n'en parle dans les médias et l'influence politique là est faite. Mais l'influence du score des résultats européens, qui sont un peu les mi-termes à la française, a été extrêmement importante, sinon on n'aurait pas eu de dissolution. Et puis au-delà de ça, pour compléter ce que dit Pierre, un des effets des élections européennes, c'est quand même la répartition des équilibres entre les partis de gauche, qui quand même explique une partie des difficultés du nouveau Front populaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait une NUPES qui était en crise avant la dissolution, et voilà, la France Insoumise qui est arrivée derrière la liste de rappel Glucksmann, donc PS Place Publique, qui explique une partie du problème. Il y a un désaccord de fond politique sur le récit et comment interpréter ces résultats-là. J'allais rajouter d'habitude aucune, puisque en général, ces élections se tiennent à distance dans le temps, et que là, c'est lié à la dissolution que finalement le Parlement, l'Assemblée nationale, fasse l'objet d'une élection immédiatement après les élections européennes. Mais les élections européennes précédentes se sont déroulées avec une année d'écart avec l'élection législative. Donc, si influence il y avait, elle était marginale. Très bien, merci de vos réponses. C'est à vous, Monsieur Comte. Allez-y, posez votre question. Bonsoir à tous. Bonsoir aux 2 autres. Bonsoir, Monsieur le député. Bonsoir, Madame et Monsieur les experts. Ma question va être assez simple. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet
il y a eu un Conseil européen qui s'est passé donc aujourd'hui, un Conseil européen où normalement devaient être présents les ministres des Affaires sociales et de la Santé, par rapport donc aux lois de finances et aux lois de sécurité sociale qui devront être votées dans le courant justement du semestre. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs le semestre européen avant d'arriver à la loi de finances et à la loi de financement de sécurité sociale. Et je ne sais pas ce qui s'est dit aujourd'hui. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y avait un ministre français présent, vu qu'on n'a plus de gouvernement. J'imagine que quand même, on a dû envoyer quelqu'un. Mais donc, en tout cas, nous aurons donc un texte qui sera préécrit par donc le Conseil européen et que devra suivre à la lettre la France depuis le TSCG. Donc, ma question va être la suivante. Quel que soit le gouvernement, que ce soit un gouvernement dit, je ne sais pas, un nouveau Front populaire ou par contre, ce qui est plus probable, une coalition à l'allemande, c'est-à-dire PS au milieu, escrologiste à gauche et macronard à droite, comme il y a en Allemagne exactement le même gouvernement. Ce gouvernement, quel qu'il soit, aura-t-il, selon vous, une marge de manœuvre par rapport à ce que le Conseil européen va écrire dans le marbre et donc, in fine, à quoi ça sert de voter pour nos députés s'ils ne peuvent que appliquer ce qui est écrit par le semestre européen? Merci beaucoup. C'est une vraie question un peu technique. Je ne sais pas si nos experts sont en mesure de répondre à J'ai profité qu'il y avait des experts pour poser une question. Oui, oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on était quand même sur l'Assemblée nationale. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale peut revenir sur ce qu'écrit le Conseil européen? Ma question est très simple. Ou est-ce qu'elle ne sert qu'à être une chambre d'enregistrement? Ouais, ça ressemblait plus à un monologue qu'une question, mais c'est pas un problème. Sur l'Assemblée nationale, il y a le budget. Le budget, la France a des engagements effectivement au niveau européen, comme le veut la construction européenne. La France, depuis plusieurs années, ne respecte pas les 3% de déficit. Je pense que ça doit... Le 3%, on a dû l'atteindre la dernière fois il y a une dizaine d'années, donc ça fait assez longtemps qu'on ne respecte pas les engagements. Il se trouve que la France continue à avoir un endettement important, que la Cour des comptes a tiré la sonnette d'alarme, et qu'effectivement... Après les élections, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Elle aurait pu les tirer avant. Pourquoi elle a attendu la fin des élections pour le faire? Ouais, je vois mal la Cour des comptes. Je pense que la Cour des comptes avait prévu un certain nombre de choses. Je vois mal la Cour des comptes arriver en pleine législative. Il y a toujours et d'ailleurs la Cour des comptes le respecte, à un moment où elle n'intervient pas parce qu'il y a le débat public. Et je ne suis pas sûr que ce soit. Et un débat public, on n'a pas malheureusement les chiffres. C'est dommage. Bon. Je veux bien, hein, mais je veux bien que vous coupiez assez souvent la parole, mais je pense que c'est ce que j'allais dire. Juste un instant, Philippe Comte, dans mes spaces, on coupe pas, on écoute d'abord les personnes. En fait, je peux pas trop répondre à cette question parce que c'est plus une question sur est-ce que la France doit ou pas aller dans une intégration européenne qui fait qu'elle bénéficie d'un certain nombre d'instruments politiques de l'Europe, mais en contrepartie qu'elle doit s'astreindre aux règles budgétaires européennes. Il y a des règles de non-déficit. Il se trouve que la France va rentrer dans une procédure pour déficit excessif. Voilà, donc on va devoir trouver des économies. Il y a par ailleurs des programmes politiques. Ça peut se trouver, et d'ailleurs le nouveau Front populaire a financé toute une partie de ces nouvelles dépenses par la proposition de nouveaux impôts, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a un cadre européen, un cadre financier qui n'est pas non plus un cadre totalement délirant. Si la notation budgétaire française est bonne, c'est aussi parce qu'on est dans ce cadre européen. Voilà, voilà, on peut dire que le problème c'est l'Europe et que l'Europe nous interdit tout. Dans les faits, on dit toujours ce chiffre de 70% de normes européennes s'imposent à la France. C'est assez faux parce que c'est essentiellement des normes en droit de la consommation. L'Assemblée nationale et le gouvernement français gardent quand même de larges marges de manœuvre et on l'a vu ces dernières années. On a fait le quoi qu'il en coûte, on a fait la réponse à l'inflation. J'ai pas l'impression que l'Europe ait été si contraignante dans cette période-là. Ah ben non, elle avait laissé en effet la bride totalement sur le coup à toute dépense à l'échelon européen. Bien sûr que l'Europe à l'époque,
Elle a été tout à fait d'accord avec le quoi qu'il en coûte. Mais maintenant, elle ne l'est plus. Donc, va falloir trouver 50 milliards d'économies. Hein. C'est beaucoup. Merci Philippe, merci Philippe. Mais peut-être on peut se poser la question, est-ce que peut-être pour monsieur le député, est-ce que justement le moment de flottement français qui est un peu inédit, est-ce que de votre au niveau de nos relations extérieures, ou c'est quelque chose qui peut être considéré comme normal au jour d'aujourd'hui? On peut pas dire qu'on soit en situation de force sur la scène européenne, compte tenu de ce qu'on vit. Donc la question, c'est de savoir comment on se sort de ça. Enfin, les signaux envoyés, que ce soit à l'Europe ou certaines organisations professionnelles aujourd'hui, elles sont plutôt inquiètes. Hein. On était sur il y a quelques indicateurs. Hein. Vous aviez une baisse des taux d'intérêt, notamment sur le crédit immobilier, qui ont eu tendance à remonter. Enfin, je veux dire, l'économie en général n'aime pas l'incertitude, et aujourd'hui, l'incertitude, elle est présente. Et sur la scène européenne, oui, le fait qu'un président puisse être considéré comme étant fragilisé, et on verra bien évidemment à l'issue de cette séquence s'il l'est véritablement, c'est-à-dire s'il est en cohabitation, etc., n'est jamais une position très, très agréable. Sur l'intervention précédente, moi qui ai vécu quelques projets de loi de finances de sécurité sociale, je crois jamais avoir entendu à l'Assemblée nationale que nous renoncions à faire, c'était le quoi qu'il en coûte, mais on aurait pu parler du Ségur de la santé, etc. L'Europe n'est pas intervenue là-dessus, sur la revalorisation de nos personnels de santé, qui doit nous coûter à peu près 14 milliards par an, et qui était nécessaire par ailleurs. Il n'y a pas eu d'égopée sur la baisse des dépenses de santé en France? Pardon? Il n'y a pas eu des grandes orientations de politique économique qui obligeaient la France à faire des économies dans les dépenses de santé? La preuve que non, les dépenses de santé n'ont pas baissé. Oui, les dépenses de santé n'ont pas baissé. Enfin, si vous voulez qu'on parle de l'ONDAM, ou si vous voulez qu'on parle d'un certain nombre, et je viens de citer par exemple la revalorisation des salaires des professionnels de santé, notamment dans le secteur hospitalier, c'est pas un one shot, hein, c'est un truc qui se fait chaque année. Et donc je vois pas où vous avez vu les économies dans la santé. Mais bon, moi j'ai vu plutôt des dépenses en hausse. Ok, merci beaucoup Philippe Comte pour cette question. Et alors, j'accueille la vocation et ensuite Caillon Win. Vous pouvez poser une question aux trois invités ou un invité en particulier. C'est comme vous voulez. La vocation, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais pas Bienvenue. Bonsoir. Ah, vous avez des micro-coupures. Allez-y. Là, c'est bon? Non, oui, c'est parfait. Je suis rentrée dans la maison. Voilà. Non, je disais que j'allais pas être longue parce qu'en fait, c'était pas une question, mais j'entends souvent Philippe Comte dire à juste titre que l'Europe, le monde, etc., nous impose trop d'obligations économiques, mais moi, par rapport aux législatifs, je suis très très attentive. Enfin, c'est ma passion, hein, le droit législatif, enfin le droit, mais voir comment les lois évoluent, bien évidemment. En France, on peut pas dire si on a des critiques à faire. C'est aux législateurs français, hein, c'est pas qu'à l'Europe. Enfin, je veux dire, l'Europe, comme a dit le député qui est même pas de mon, je vote pas dans ce parti, monsieur le député, c'est la politique de la France, hein, qui pose problème. Et à mon sens, si les gens ont envie de changer, c'est parce qu'ils veulent changer justement de route et qu'ils pourraient le changer. Mais que nous avons actuellement une constitution qui est dans un vide qui n'était pas prévu. Donc c'est pour ça que je suis désolée d'être intervenue, puisque je n'étais pas intervenant. Merci. Ah non, mais vous êtes les bienvenus. Hein. En fait, c'est peut-être la première fois que vous venez dans Espace, mais en fait, j'organise toujours Espace avec un panel d'invités et ensuite avec ouverture des micros. C'est justement pour essayer de rester en fait sur le sujet et puis d'en apprendre aussi grâce aux invités. Donc, merci. Et en plus, si j'ai bien compris, votre métier, c'est le droit aussi. Parce que vous êtes avocate, si je lis bien votre bio. Oui, d'accord. Nous avons deux autres personnes qui ont des questions à poser. Je rappelle juste un point, c'est qu'on est sur le sujet de l'Assemblée nationale. Donc j'espère que vos questions portent là-dessus. Et n'hésitez pas,
celles et ceux qui veulent poser des questions. On avait dit jusqu'à 22h30. Je ne sais pas si nos deux experts, Elsa et Pierre... Je vais devoir partir dans une dizaine de minutes. Voilà, je pense. Ouais, pareil pour moi aussi, ouais. On va faire très court. Pareil pour Éric Bothorel qui est venu aussi nous rejoindre. Donc, on a Caillon Win. Bonsoir. Bonsoir Fadila. Bienvenue. Merci. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir les experts. Un petit propos général et puis effectivement une question qui va porter sur l'Assemblée nationale. Je voulais quand même poser le constat que la situation actuelle, en fait, qu'on découvre, hein, c'est-à-dire une situation avec un fait minoritaire, une situation possiblement ingouvernable, on la découvre, mais elle pourrait devenir la règle à l'avenir, c'est-à-dire que le Front National est en haut dans des premiers tours, nous obligeront à l'avenir encore à des désistements et, à mon avis, entraînera encore des situations de bloc de ce fameux trois de filière. Et ça, c'est quand même intéressant à voir. Et pour moi, qui avais fait un peu de droit en 2005, on avait toujours dit oui, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, etc. Et moi, j'ai tiqué à l'époque en disant, mais non, on est vraiment dans un régime parlementaire parce que dans la situation qu'on vit actuellement, on va se rendre compte que nous retournons dans un régime parlementaire, etc. Et pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que le pire, on l'a déjà connu, c'était la 4e République. Ça créait de l'instabilité, les gouvernements étaient renversés. Bon, il y avait des arrangements aussi, hein, la République des partis, comme on pourrait dire à l'époque. Donc, on va redécouvrir ça et ça va être en tout cas intéressant à observer. D'ailleurs, je voulais quand même aussi C'est dire. marrant que tu dis parce que c'était ma première question. Je ne sais pas si tu étais là au début où je disais est-ce qu'on n'est pas en train de justement de revenir en fait à un système aussi, de redécouvrir, on va dire, le parlementarisme tout simplement. La 4e République, hein, c'est voilà, hein, pour le pire, selon le général de Gaulle, qui a bien voulu en changer pour présidentialiser et puis donner les moyens de gouverner, parce qu'il y avait des situations d'ingouvernabilité à l'époque. Mais voilà, après, quand même, se féliciter aussi que le barrage existe encore. Le FN est quand même loin d'être au pouvoir, d'avoir 289 députés pour avoir une majorité. Et je voulais quand même aussi dire que moi, si j'avais le choix entre être président de la République ou être Premier ministre dans une situation de cohabitation, évidemment, je choisirais d'être Premier ministre. Et donc, je trouve qu'il y a un côté un peu surfait à toujours se projeter sur 2027 avec les pouvoirs du président de la République, alors qu'on va voir justement que dans des situations de cohabitation, etc., le président, comme ça a été dit, a très peu de pouvoir. C'est bien l'article 20 qui dit que c'est bien le gouvernement qui détermine, conduit la politique de la nation. Et quand bien même il y a des domaines réservés, ça reste tout à fait presque discutable. D'ailleurs, ça a été discuté en termes polémiques il n'y a pas longtemps de la part de politiques, mais en tout cas, c'est quand même une réalité. Donc voilà, ça va être intéressant à ce niveau-là. Et donc moi, je choisirais d'être Premier ministre. Je trouve qu'on surfait un peu ça. Je pense que c'est la situation actuelle en fait du moment. On va lancer le vote. On va lancer un vote. On va lancer un vote. Le moment le plus important, en fait, c'est pas 2027, c'est vraiment la situation qu'on vit actuellement, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, parce que j'ai entendu parler de lignes rouges, et bon, moi, ça m'a un peu amusé parce que des lignes rouges, je suis d'accord sur le principe qu'il n'y ait pas de ligne rouge, mais on nous a donné beaucoup. Moi qui suis France Insoumise, la ligne rouge, ça a été Mélenchon, puis ça a été Bompard, puis ça a été Clémence Guettet, puis ça a été Huguette Bello, puis ça a été possiblement la présence de ministres insoumis qui seraient là et qui ferait qu'il y ait une censure immédiate. Il y a quand même des politiques de la Macronie et Gérard Larcher aussi, je crois, qui ont dit qu'il faudrait censurer immédiatement la présence d'un insoumis dans un gouvernement. Donc il y a aussi des lignes rouges en face, et moi je serais d'accord d'ailleurs de sortir de ce côté de ligne rouge. Je trouve que c'est pas productif. Et la question que je voulais poser finalement en fonction de tout ça. Assez rapide, voilà. Caillon, parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Puisqu'on arrive dans une situation un peu nouvelle, quelle va être la porte de sortie un peu par le haut pour pouvoir gouverner? On avance le nom de Laurence Tubiana. Est-ce que monsieur Éric Bothorel, vous allez vous opposer en tant que macroniste à l'arrivée de cette personne première ministre? Parce qu'elle va arriver quand même avec une volonté d'appliquer quand même des grands pans du programme du LFP, même si elle ne fera pas tout, et même si elle s'est mis en retrait en disant c'est le point de départ, mais on peut comprendre que ce Allez, la question, c'est... le point de départ, comment gouverner par le haut
Voilà, une solution pour gouverner par le haut dans cette situation inédite et normalement ingouvernable. Voilà ma question. Je peux répondre assez rapidement. Enfin, s'agissant de Laurence Toubiana, le sujet, c'est moins de savoir si la Macronie l'accepte que si les socialistes l'acceptent, me semble-t-il. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on revendique d'avoir gagné les élections au motif qu'on est plus nombreux que les autres, et qu'on a en charge de proposer un gouvernement, enfin, c'est quand même fort de café de nous demander d'accepter quelqu'un qui n'a pas reçu l'assentiment de l'ensemble des membres qui composent le nouveau Front populaire. Donc je vous renvoie la question, posez plutôt la question à Olivier Faure et aux socialistes qui manifestement n'ont pas souhaité donner suite à cette candidature. Oui. Enfin, je ne sais plus où on en est de ceux qui refusent. Voilà. Tu as parfaitement raison, Eric. On voit bien qu'aujourd'hui, ouais. Et puis on ne va pas rentrer là maintenant. C'est à 5 minutes de clôturer sur tous les noms qui ont circulé. Merci beaucoup, Caillon, quand même, pour ton intervention. Et on va laisser. Je veux bien répondre un peu sur le plan technique, sur le côté quatrième République et puis régime qui ne serait pas semi-présidentiel mais parlementaire. Je crois qu'au contraire, maintenant, on voit vraiment ce que veut dire un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un régime parlementaire où, en fait, on a des institutions, ce que je disais au tout début de mon intervention, c'est-à-dire qu'à la fois, tout le monde navigue à vue, puisqu'on apprend, on voit bien qu'il faut aller vers le parlementarisme, et en même temps, on sait que les règles du jeu n'ont pas changé, donc tout le monde se dit d'un côté, il faut naviguer à vue, et d'un autre côté, il faut prévoir l'étape suivante, qui peut être une redissolution ou une démission du président de la République, donc il va replacer la figure du président de la République au quart. Et c'est un peu ça, justement, qui pose, à mon avis, le problème, c'est qu'on a des élections qui seraient adaptées à un régime parlementaire et des institutions qui ne le sont pas. On voit vraiment à quel point la figure présidentielle, l'élection présidentielle est au cœur de tout ça, malgré tout. Et sur la 4e République, c'est vrai qu'on a eu toute une histoire, d'ailleurs ça questionne aussi comment on apprend l'histoire des institutions, notamment à l'école. La 4e République a été présentée, parce que c'est quasiment un mythe politique lié à l'image du général de Gaulle, etc., comme une république instable qui n'avait pas réussi à affronter la guerre d'Algérie, et donc il a fallu que De Gaulle revienne pour instaurer la 5e République. C'est, pour simplifier, comme ça qu'on présente l'histoire des institutions en mode grand public, ce qu'on apprend à l'école, sauf si on a fait des études supérieures de droit constitutionnel. Bon, ça, c'est quand même une histoire qui a été quand même très largement battue en brèche, notamment par les historiens de cette période. La 4e République, c'est la République qui reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale. C'est la République qui évite d'avoir quand même, qui gère une bonne partie de la guerre froide. C'est la République qui met en place pas des petites choses comme la sécurité sociale, enfin quand même des choses qui sont structurantes. Toutes les ordonnances de 45, mais qui sont aussi des ordonnances de 47, tout ça, ça vient de la 4e République. Sous la 4e République, on a des grèves générales. Donc, il faut oublier, on a oublié ce que c'était que les grèves générales de 47. Mais les grèves générales de 47, c'est vraiment un pays bloqué. C'est-à-dire, on a oublié ce que sont que des grèves générales. Il y en a eu en 47, en 68, et après la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas eu d'autres. Donc, la 4e République, c'est quand même une république qui est capable d'affronter. En tirant sur la foule, comme l'a fait Jules Mock. En tirant sur les grévistes. À balles réelles. Toujours est-il que la 4e République, elle est de cette nature-là. Ce qu'il y avait, c'est qu'elle avait justement, la 4e République, comme caractéristique d'avoir aussi des gouvernements courts, qui avaient une durée de vie assez courte, qui pouvaient parfois durer seulement quelques mois. Alors, ça peut être critiqué, évidemment, c'est l'antithèse de la 5e République, mais je suis pas sûre qu'il faut jeter la caricaturer comme négative. Au contraire, je pense qu'on aurait tout à gagner à relire des choses sur l'histoire de la 4e République. Les belles guerres coloniales de la 4e République, c'était magnifique. Philippe. C'est pas le sens de mon propos, je pense que vous avez tout à fait compris. Mais voilà, les guerres coloniales, elles ont continué après, sous la 5e République également, notamment la principale, la guerre d'Algérie. Mais du coup, De Gaulle l'a arrêté. D'accord. Écoutez, je vous laisse la parole. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas un régime parlementaire, on a plutôt vraiment un régime semi-présidentiel dont on comprend vraiment ce que ça veut dire actuellement. Et peut-être le dernier point, puis j'arrêterai là-dessus, ce sera mon dernier propos, sur un peu comment est-ce qu'on sort et comment est-ce qu'on pense un peu l'après. C'est quelque chose que je dis un peu en introduction, mais que je vais conclure là-dessus aussi, parce qu'à mon avis, c'est un paramètre qu'on ne discute pas assez, c'est qu'on va avoir vraiment un Parlement
dans les mois qui viennent avec des poids lourds politiques. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Parlement avec plusieurs anciens premiers ministres, un ancien président de la République, devenu parlementaire. À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, tous ces poids lourds-là. Giscard d'Estaing était parlementaire en 86. Philippe, s'il vous plaît, on est vraiment dans les dernières minutes. Merci beaucoup, Elsa. On prend date, si vous voulez, pour tous. À la rentrée, on refait un space sur ces points. Il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, mais on avait conclu normalement pour 22h30. On a un petit peu dépassé, donc. Farmer, je suis désolée, on va pas pouvoir vous accueillir. Un pédago, bonsoir. Est-ce que vous avez une question? Bonsoir. Oui, je serai très concis. Désolé. En fait, j'ai 3 questions très concises et très liées. Dans un contexte d'assemblée très fragmenté, quel pouvoir particulier du président de l'Assemblée pour aiguiller les travaux parlementaires vers l'intérêt de son bloc versus les vice-présidents? Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Deuxième question, un président de l'AN peut-il être contesté, déchu? Et troisième question, même question pour les membres du bureau. J'ai ouï dire que les macronistes avaient délaissé quelques postes pour truster des postes stratégiques de secrétaire. Est-ce que c'est de la fiction ou c'est de la réalité? Merci. Alors, réponse rapide à ces questions. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un des seuls postes avec le président de la délégation aux affaires européennes à être inamovible pendant toute la durée de la mandature. C'est-à-dire que s'il ne démissionne pas, on peut pas le virer, alors que les autres présidents de commission, vice-présidents, etc., ils sont normalement renouvelables tous les ans, même s'ils seront en octobre, même s'ils seront renouvelables là dans un an, voilà. Donc c'est une spécificité. Par ailleurs, en fait, il y a une importance différente des différents rôles au bureau. Le vice-président gère les débats. Les questeurs, ils sont au nombre de 3, ils gèrent le budget de l'Assemblée nationale. Secrétaire, c'est un poste un peu moins stratégique. Pour autant, le secrétaire a l'avantage de siéger au bureau. Or, toutes les instances décisionnelles de l'Assemblée sont des instances collégiales. Donc, la dernière fois, effectivement, Ensemble avait décidé de plutôt abandonner des postes de vice-président pour se concentrer sur des postes de secrétaires qui sont moins prestigieux, mais qui lui permettaient d'avoir une majorité absolue au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est important, par exemple, sur les décisions sur la discipline, sur l'instruction générale du bureau ou sur les grandes orientations. De manière générale, ce qu'il faut bien comprendre sur la logique de l'Assemblée nationale, c'est que le président a assez peu de pouvoir, mais parce qu'encore une fois, on est sur une instance collégiale, et donc toutes les instances de gouvernance sont elles aussi collégiales. Et on a toujours, en fait, c'est un peu comme au UNO. Vous avez intérêt à vous mettre d'accord sur les règles, pour que tout le monde les accepte et que ça roule bien. Et donc, comme vous définissez ensemble les règles, vous avez intérêt à ce que tout le monde soit d'accord avec et que tout le monde les accepte et tout le monde puisse les définir. Donc, si vous excluez les Insoumis ou si vous excluez le RN, eux pourront toujours dire que ces règles-là ne les engagent pas. C'est pas les leurs. Et ça rend le travail beaucoup plus compliqué puisque l'essentiel des règles de l'Assemblée nationale relève quand même de coutumes, de précédents, d'habitudes et d'acceptation que les choses se passent un peu comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre un peu tout le monde autour de la table. Même chose en fait pour les questeurs. On a vu que c'était quand même un peu compliqué en 2017, effectivement. La République En Marche avait pris presque les 3 postes de questeurs en mettant Thierry Solaire, qui était conseiller d'Emmanuel Macron, comme questeur d'opposition. Or, le questeur définit le budget de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est quand même bien que sur ces histoires qui sont d'argent, qui sont toujours un peu touchy et sur lesquelles on peut vite faire de la polémique, de mettre des représentants des différents forces de l'Assemblée, de l'opposition. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué puisqu'à l'Assemblée, il y a 3, voire 4 blocs. Ça serait bien, et comme il y a 3 questeurs, qu'il y ait un questeur du Rassemblement national, un questeur du Nouveau Front populaire et un questeur ensemble, voilà, pour qu'au moins ces décisions-là soient assumées par tous. Ces instances de coordination, elles ne visent pas à décider, elles visent à organiser les travaux, à organiser, voilà. Et donc c'est toujours bien de partager le pouvoir pour que tous l'acceptent. Voilà. Alors, j'ajouterais volontiers la conférence des présidents qui pour répondre à la première question sur la fragmentation ou pas et la capacité d'avoir de l'inflexion sur des choix d'ordre du jour ou des textes qui seraient favorables à une majorité. Et la conférence des présidents, là pour le coup,
elle ne peut pas exclure une sensibilité parce qu'elle réunit tous les présidents de groupe. Et c'est aussi une instance moins formelle que d'autres, en tout cas celle dont vient de parler Pierre à l'instant, mais qui a son importance dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale et qui est collégiale aussi. Ok. Peut-être une remarque, Oui. Fadila, une remarque qui va sur le sujet. Donc finalement, un petit peu à l'inverse de ce qui se passe au Parlement européen, où en fait, d'après, et je parle sous votre contrôle, mais si j'ai bien compris, il y a quand même un cordon sanitaire qui est extrêmement strict par rapport à l'ensemble des partis d'extrême droite, qui en fait ne sont pas inclus dans le jeu parlementaire parce qu'ils ne disposent pas de place en commission, ils n'ont pas de présidence, ils n'ont pas de vice-présidence, ils ont plutôt des commissions qui sont mineures, je dirais, contrairement à cette situation-là où le cordon sanitaire, le front républicain, je dirais, est extrêmement strict. On s'aperçoit, d'après ce que vous nous partagez, que là, il y a une inclusion des extrêmes quand même dans le jeu politique parlementaire au sein de l'administration de l'Assemblée nationale. Quand nationale. Tu dis extrême, si tu vas énerver certaines personnes. Donc Non, mais j'ai dit les deux côtés. Hein. Et les filles. Oui, mais justement, le Conseil d'État ne les a pas. Ah oui, non, mais bon, alors les deux extrêmes, sans les qualifier. Mais donc, on voit quand même que, contrairement au système européen, où là, il y a un cordon sanitaire, en France, au Parlement, parce qu'il y a un règlement on intègre au maximum. Il y a un règlement, l'article 10, alinéa 2, oblige à respecter la composition de l'Assemblée nationale dans les postes de vice-présidence et compagnie. Non, il oblige pas. C'est un règlement interne. Bah, c'est marqué, monsieur. Article 10, alinéa 2. Oui, je le connais bien, mais il n'y a pas de sanction. Et il dit. Ah oui, d'accord. Donc c'est encore un truc avec lequel on peut se torcher quand on veut. Ouais, c'est beau. C'est beau. Philippe. Oui, c'est comme les respects des temps de parole, monsieur. Bonne soirée. C'est pareil. Alors, bon, moi, j'ai la lourde tâche de mettre fin à cette conversation passionnante où il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je tiens quand même à remercier en fait les invités. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mes spaces, je vous propose généralement, et Éric Bothorel, le député Éric Bothorel et le député Philippe Laton ont l'habitude de venir en fait chez moi parce qu'ils sont très investis en fait sur les questions de numérique, et normalement je fais des spaces le jeudi soir sur le numérique, mais là avec les événements, j'ai un petit peu bousculé mon calendrier et je me suis aussi un peu pliée aussi à la disposition aussi de mes invités. Donc je fais toujours des spaces avec un panel d'invités et j'ouvre également les micros. Je dis ça parce que je sais que tous les spaces ne se ressemblent pas, mais c'est aussi ma façon. Donc vous êtes évidemment les bienvenus, mais je remercie Elsa Fourcault, qui est une experte également, on va dire, sur ton matière de législation et de fonctionnement parlementaire et auteur du livre Bâtir sa stratégie d'influence pour faire évoluer la loi. Merci à elle d'être là depuis, elle nous a accompagnés depuis 21h jusqu'à maintenant, et normalement on devait clôturer à 22h30. Merci Elsa, beaucoup. C'est pas grave, merci beaucoup. J'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Je remercie également Pierre Januel, qui est également un spécialiste en fait des affaires parlementaires et auteur du livre La fabrique de la loi. Merci beaucoup Pierre. Philippe Laton nous a quittés tout à l'heure et nous avons eu la joie en fait d'avoir le député Éric Bothorel avec nous, réélu, donc expérimenté. Merci Éric. Merci à vous. Présence. Je remercie également Éric Maes de m'avoir accompagné pour hoster ce space. Merci à toi, Fadila. Merci à tous ceux qui sont venus, qui sont intervenus, qui sont encore là, comme Philippe, Comte, et je vais à chaque fois, il faut que je regarde Non Pédalo, Caillon Win, d'autres personnes qui ont posé aussi des questions. Pour info, jeudi, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a eu des auditions sur l'attribution en fait de la TNT, et donc je fais un space, on va dire aussi pédagogique un petit peu sur est-ce qu'on va vers un renouveau de notre paysage audiovisuel, toujours à 21h ce jeudi, et là j'ai deux experts, j'ai d'abord Stéphane Schreiber, qui est journaliste, et puis Alexis Lévrier, qui est historien de la presse et des médias. Et on aura même a priori une surprise, parce qu'on aura l'équipe de Média TV, vraisemblablement, qui va venir aussi témoigner et nous parler un petit peu comment ça se passe quand on présente un projet comme ça à l'Arcom, etc. Et c'est donc jeudi. Merci à vous tous, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle nuit, et je vous dis à très bientôt.
Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.